Bonjour, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Elisabeth Roudinesco et Pierre de Lion sur un débat entre nous, entre vous et nous, sur le livre qui est paru au mois de mars dernier, un livre d'Elisabeth qui s'appelle « Soi-même comme un roi », aux éditions du Seuil, et un livre légèrement plus ancien de Pierre de Lion qui s'appelle « La République des faux selfs » et qui porte en partie sur les mêmes sujets, à savoir l'identité et ses dérives. Voilà. Alors, Elisabeth Roudinesco, vous êtes psychanalyste, historienne de la psychanalyse. Avant cela, vous avez écrit une biographie de Lacan, une biographie de Freud, une histoire du mouvement psychanalytique, un dictionnaire également. Pierre de Lion est psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste. Il a travaillé longtemps ici, il y a une chaire de pédopsychiatrie à l'université de Lille. Et il publie régulièrement des livres qui sont, disons, qui perpétuent la lignée des fondateurs de la psychothérapie institutionnelle des années 40-50. Il y a notamment un ouvrage sur la psychiatrie de secteur, qui est une question terriblement d'actualité, donc pour la désertification, disons, de la psychiatrie en France. Et puis enfin, nos deux invités sont tous les deux très attachés à la psychanalyse, qui est elle aussi, on le savait sans doute, très très virulemment attaquée de tous les côtés. Bon. Alors, la question de l'identité, je ne vais pas faire un exposé directement, mais il y a deux sens. Hein. Soit c'est l'identité comme idem, c'est-à-dire comme se ressemblant à soi-même, c'est-à-dire étant un, unique, le même. Et puis il y a ce qu'on appelle en latin ipsé, c'est-à-dire le soi-même, hein, l'ipséité. En langage savant, on dit ipséité. Donc le fait d'être soi-même relève d'une catégorie distincte de identique qui est être soi-même. Alors, on peut être soi-même de différentes manières. On peut être soi-même de manière authentique, comme disent certains philosophes, pas trop ce qu'il faut mettre derrière, mais bon, on se sent plus ou moins bien, on en est soi-même. On peut être soi-même comme étant complètement à l'ouest ou à l'est, en étant fracturé, divisé, tout ce que vous voulez. Et puis, Paul Ricoeur, il y a une vingtaine, trentaine d'années maintenant, avait écrit un livre qui s'appelle « Soi-même comme un autre ». C'est-à-dire qu'on peut être soi-même, on doit pouvoir, par certains côtés, se penser comme un autre. Bon. Or, Elisabeth Roudinesco donne aujourd'hui un titre provocateur, soi-même comme un roi. Hein. Alors, on a l'habitude, évidemment, d'entendre souvent employer l'expression d'enfant roi. Et dans le culte actuel du moi, du soi, du selfie, comme on dit aujourd'hui, selfie, hein, eh bien, chacun peut très bien se penser comme seul en son royaume. Voilà. Alors, de ton côté, Pierre, tu as écrit Une république des faux selfs. Alors, les faux selfs, c'est un concept de Winnicott, on parlera tout à l'heure. Donc, du faux soi, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui, effectivement... Et le titre est provocateur, parce que comment peut-on faire une république avec des faux selfs? C'est une question que je poserai tout à l'heure, mais qui est effectivement une question qui est à l'ordre du jour. Voilà. Alors, Elisabeth, vous avez écrit donc ce livre, Soi-même comme un roi, sous-titré « Essai sur les dérives identitaires ». Et Soi-même comme un roi, moi, ça m'a fait penser à l'enfant roi, donc à une sorte de toute-puissance infantile, même chez les adultes. Ma première question, c'est quelles en sont les manifestations les plus visibles de cette dérive? Merci d'être venu, merci de ce débat que j'attendais avec impatience, avec vous, avec mon ami Pierre.
ce titre m'est venu d'un coup, comme ça, avec mon éditeur, Olivier Bétourné. Je parlais de tout ça, et d'un coup, il m'a dit c'est soi-même comme un roi. Bon. Je ne sais pas si sur le moment, il avait pensé à Ricoeur, mais en tout cas, d'un coup, ça s'est imposé. Alors, oui, je tiens beaucoup à la notion de dérive. Je ne sais pas si elle est très... je sais pas si elle est très rigoureuse, mais j'ai voulu vraiment exprimer quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai pris le fameux bateau de Thésée. D'une part parce que c'est un bateau et à la dérive, au naufrage. D'ailleurs, c'est très intéressant, ça, c'est parce que c'est un bateau qui s'appelle le Thésée. C'est pas le vrai bateau de Thésée. Et le bateau de Thésée, en philosophie, c'est un des grands exemples. Il est réparé tout le temps, on le garde comme une relique. Et le jour où toutes les pièces ont été changées, est-ce que c'est le même bateau? Voilà. Ça, donc j'aimais assez bien cette idée d'identité. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça que j'ai traité. J'ai parlé de ces dérives qu'on a vues naître, qui sont la question du soi, qui est devenue, disons, les modalités d'émancipation à partir des années 90, je dirais après la chute du mur de Berlin, où les émancipations ont quitté le domaine, je dirais, du collectif social, pour faire des collectifs d'individus qui se territorialisent dans un domaine et en général de persécution. Alors, au début, c'est quelque chose de très sérieux, s'occuper de l'émancipation des homosexuels dans les années 70, alors qu'ils ne sont pas dépénalisés, la lutte, bien entendu, antiraciste, les luttes féministes, plus toutes les minorités qui accèdent au fond à des libertés supplémentaires. Je parle de liberté plus que d'égalité. Et j'ai étudié au fond quelle thèse philosophique ils avaient utilisée, donc les grands maîtres, les maîtres français, qui ont eu un grand succès aux États-Unis, Foucault, Derrida, Lacan, et puis pour le domaine de la race, où c'est un vrai débat aussi, je suis revenue sur Frantz Fanon, l'anticolonialisme, Aimé Césaire et puis Édouard Saïd. C'est des grandes figures de la deuxième moitié du siècle, avec en arrière-plan Sartre et Beauvoir, l'anticolonialisme, et puis Beauvoir, évidemment, sur la question du féminisme. Parce que je me suis demandé, vraiment, depuis les années 2000, comment se faisait-il que des grands mouvements d'émancipation étaient en train de tourner en leur contraire, c'est-à-dire une assignation à un territoire, une assignation à une seule identité, une volonté d'interdiction, ce qu'on a appelé aussi la cancel culture. Il y a tout un vocabulaire que j'appelle les parlers obscurs, et toutes sortes de penseurs qui sont les héritiers. Comment est-ce qu'on a pu arriver au contraire de l'émancipation, c'est-à-dire demande d'interdiction, campagne virulente contre la liberté d'expression, écoféminisme qui remplace le féminisme. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Rupture en fait de l'universel et rupture de ce pacte qui doit unir toujours l'universel et la différence. Voilà. Pas trop d'universalité, parce que ça ne rend pas compte des différences culturelles. C'est vrai que je rends un vibrant hommage à Lévi-Strauss dans ce livre. Et pas trop de différences, pas trop d'universel. Lévi-Strauss disait les cultures, ni trop près, ni trop loin. Voilà. Et donc, c'est une position très difficile à tenir, et on a vu, en effet, que ça dérive. Alors, comme introduction, un peu de parabole, j'ai parlé, parce que c'est très parlant, de ce voyage au Liban que j'ai fait en 2005. Comme j'ai écrit ce livre, La tragédie du Liban, et qui me paraît tellement significatif de ce qui arrive quand on est divisé en communautés et qu'il n'y a plus du tout d'état de droit, et que le droit est géré par des communautés qui s'opposent les unes les autres. Alors, c'est une soirée au Liban en 2005, avant la tragédie, où il y avait un colloque, et j'étais invitée chez un grand patron de presse, très intelligent, formidable, très libanais, comme ça, dans ce vieux monde de l'Orient, du Moyen-Orient, que j'aime beaucoup.
levantin, en quelque sorte. Il recevait tous les intellectuels à la suite d'un colloque dans sa maison. Et il m'a accueilli en me disant « Je suis ravie de recevoir une Roumaine ». Franchement, ça ne m'était jamais arrivé. Bon. Et j'ai dit « Mais je ne suis pas roumaine ». Il m'a dit « Mais comment ça ? Pas roumaine ?» Interdite, quoi. Je dis « Mais non, je ne suis pas roumaine ». « Bon, bah, écoutez, vous êtes orthodoxe ». Et je dis « Mais je ne suis pas orthodoxe ». Mais il était tellement drôle, c'était dans une atmosphère. Mais comment ça, vous n'êtes pas orthodoxe ? Et puis, discussion qui continue. Quelqu'un d'autre s'en mêle. C'était la première fois de ma vie, j'ai dit, mais je suis française. Ah, il m'a dit, moi, je suis libanais. Et là, je savais que tout était divisé en 18 communautés, chacun de leurs tribunaux, chacun leurs références. Et puis, évidemment, on a terminé, ça devenait une histoire juive, très drôle, quoi. Il a fini par me dire, bon, écoutez, c'est pas grave, je vous présente ma femme qui adore la psychanalyse et qui est druze. Alors, à la fin, donc, et puis ça s'est poursuivi parce qu'il me demandait. Et alors là, je me suis rendu compte que j'étais française, mais s'il fallait que j'explique d'où je viens, ça devenait infernal. J'ai été obligée de lui dire, oui, d'accord, mon père était roumain, mais il était juif. D'ailleurs, il ne se sentait plus ni roumain ni juif. Ma mère était laïque républicaine d'une famille d'Israélites français, s'il vous plaît, c'est pas la même chose que. Moi, j'ai été baptisée catholique parce que mes parents ont eu, pendant la Deuxième Guerre, des certificats de complaisance de baptême par des curés. Donc je continuais comme ça et j'ai fini par dire bah, écoutez, moi je ne sais pas. Je te pardonne, ma fille. S'il vous plaît, je ne sais plus quoi dire. Et évidemment, j'ai dit, en plus, mon grand maître en histoire était jésuite, Michel de Certeau, vous connaissez, puisque au Liban, il y a une tradition jésuite. Donc, après tout, j'admire beaucoup les jésuites éclairés. Et là, j'ai compris ce que j'avais déjà commencé à vivre chaque fois que j'allais aux États-Unis. Ça commençait dans les années 95, tout à fait autrement. Dans les universités, ce n'était pas du tout encore les dérives du genre, les dérives du... non, c'était que... on voyait bien, notamment sur la côte californienne, il y avait des débuts de ça. J'en parle aussi. Par exemple, si un professeur voulait organiser un dîner, ça m'est arrivé, où il invitait tous les amis... il m'a dit, tu sais, c'est un peu compliqué parce qu'il va y avoir ceux qui vont venir à 7 heures du soir parce qu'ils aiment se coucher tôt. Ceux-là, ils sont végétariens, donc il faut faire un menu pour cela. Ensuite, il y a les autres qui, au contraire, sont plutôt des couches-tard. Ils viendront un peu plus tard. Et je dis, on ne peut pas faire un dîner pour tout le monde ensemble. Mettons 20h30, et puis où tu mets tous les plats possibles pour chaque... Ah non, mais ça, c'est pas possible. Et j'avais fini par dire en plaisantant, est-ce qu'il n'y aura pas le dîner avec les homos, le dîner avec les ceci, le dîner avec... Il m'a dit, tu ne crois pas si bien dire. Et là, et tout ça, très chaleureux, formidable, tous les invités étaient très bien. Personne non, mais je me suis dit, ça va... Peut-être, mais je me suis dit, c'est pas possible, ça va tourner catastrophe, ce truc. Oui. Et donc, non. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça me fait penser à un proverbe, je ne sais pas d'où il vient, qu'un caméléon n'est jamais vraiment lui-même que quand il est posé sur un autre caméléon. Je parle... C'est ça, vous en parlez du caméléon. Début, oui. Le fameux oui, mais il devient fou. Bah oui, il devient fou. S'il est posé sur une couverture écossaise. Oui, voilà, parce qu'il ne sait plus de quelle couleur, il devient fou. Je sais, c'est Romain Gary qui avait raconté cette histoire pour parler de lui, évidemment. Oui. Romain Gary, qui n'était jamais lui-même, j'adore Romain Gary, et il avait dit, voilà ce qui arrive, si c'est trop éclaté, on devient fou, si ça ne l'est pas assez, ça ne va pas non plus. Donc, en effet, cet exemple est très bon, du caméléon. Et sur un autre caméléon, je ne connaissais pas celle-là. Sur un autre caméléon, il devient fou aussi, les deux d'ailleurs. Et donc, c'est un peu ça que j'ai traité, alors le plus sérieusement du monde, le plus universitaire du monde, en essayant de montrer comment on en est arrivé là. Et puis, évidemment, le dernier chapitre, j'ai traité une autre forme d'identitarisme qui n'est pas une dérive, parce que ça répète toujours la même chose, c'est l'extrême droite. Celle-là, elle n'a jamais changé. C'est toujours le grand remplacement, Édouard Drummond, la haine de l'autre, etc. Mais c'est aussi, c'est pas une dérive, c'est un point
qui se répète en permanence. Et celui-là, c'est évidemment un identitarisme meurtrier, inacceptable, nationaliste, fasciste, populiste. Enfin, il y a tout là-dedans. Donc, je les distingue parce que on a un peu tendance aujourd'hui à dire, notamment en France, qu'ils se renvoient la balle l'un l'autre. C'est pas faux, mais c'est plus compliqué que ça. C'est pas pareil. Autrement dit, les dérives identitaires, je pense, sont guérissables. Mais les autres ne le sont pas. Je vous en parler pendant votre livre, mais on pourrait se demander aussi dans la discussion entre nous, comment justement ce discours, quand même, Drummond et les autres, comment ça prend ? Comment se fait-il que ça prenne cette forme-là dans les débats, etc. Alors ça, c'est une autre question. Mais si vous voulez, moi, c'est la désespérance. Oui, peut-être, oui. C'est l'absence d'idéal. Je crois que la chute du mur de Berlin, qui a mis fin définitivement au communisme, dont je pense qu'il s'en remettra jamais, a créé une situation dans laquelle il y a à la fois, d'un côté, un changement complet du monde, et en même temps un désespoir qui fait que on voit les solutions à travers soi-même, à travers ses propres questions. Ça a touché tout, ça a touché la psychiatrie, la psychanalyse. On parlera. C'est au fond, oui, c'est de ce point de vue, c'est aussi toute l'histoire de l'émancipation des identités par la psychiatrie, qui a été très positive quand il s'est agi de supprimer l'homosexualité de la liste des maladies mentales, mais qui après, c'est cette époque aussi où on a commencé à s'intéresser aux pathologies narcissiques, et plus du tout, alors c'est avant ces années 60, et plus du tout aux pathologies hystériques, c'est-à-dire, c'est pas le conflit avec l'autre, c'est pas le conflit avec sa famille, avec une société, etc. Ça devient le conflit entre soi et soi. D'où les self et pas le moi, justement. Et bon, il y a toutes sortes d'entrées possibles dans cette étude-là. Oui. Alors, dans mes lectures récentes et moins récentes, j'ai retrouvé j'ai relu un petit texte de Jean-Luc Nancy qui nous a quittés il y a peu de temps, qui s'appelle L'identité. Je peux vous l'avez lu, c'est marrant. Tout le monde, j'ai une littérature considérable. Ah oui, alors bon, qu'est-ce qui... Enfin bon... alors bon, j'ai notamment cette référence au carnet de captivité de Lévinas, qu'on lit pas beaucoup, mais bon, Lévinas était prisonnier de guerre, protégé paradoxalement par son uniforme d'officier français. Sa femme et sa fille, elles, par contre, étaient cachées dans un couvent. Et il y a une page entière de carnet où il y a 2 mots. Ignore-toi toi-même. Oui, je ne savais pas, mais... Ignore-toi toi-même. C'est extraordinaire. Pierre, tu as beaucoup écrit donc, sur Winnicott, et notamment ce qu'il appelle le faux self. Alors, comment 2 questions que j'ai posées, si tu veux. Comment comprendre cette expression et comment une société de faux self peut-elle exister comme société, c'est une 2 questions. Combien? 2 heures? Oui. Le faux self winnicottien, j'y ai accédé parce que j'ai travaillé toute ma vie avec des patients qui présentaient des pathologies archaïques, la schizophrénie, l'autisme, enfin bon. J'ai finalement soigné assez peu de névrosés occidentaux poids moyen, sauf mes collègues. Et j'ai donc été amené à lire Winnicott et à ce qu'il raconte du développement de l'enfant, et notamment la fabrication par l'enfant de ce qu'il appelle donc le faux self, qui est « je fabrique une image de moi, chère maman, cher papa, parce que je vois bien que tu aimerais que je sois ça, mais en fait, je suis totalement incapable d'y parvenir. » Alors, on voit bien que cette fabrication, qui est une sorte de désir profond de l'enfant, qu'il a de se conformer à ce qu'on attend de lui, c'est quelque chose que les enfants névrosés vont arriver à faire, et ce faux self se transformera souvent en self authentique. Mais chez ceux qui ont des pathologies narcissiques, des pathologies archaïques, ils n'y arriveront pas, et ils restent toujours avec cette impression très, très cruelle pour eux et très visible pour les cliniciens,
on voit bien qu'il y a un écart entre ce qu'ils racontent et la réalité de ce qu'ils vivent. Alors on appuie sur cette description clinique rapide de ce que c'est qu'InfoSelf selon Winnicott et revu par un certain nombre de ses élèves et amis comme Bion, Esterbig, etc., que je me suis dit, au bout d'un certain temps de confrontation avec le mode politique, notamment en rapport avec le discours qu'ils produisent au sujet de la psychiatrie, qu'on était confronté à des politiques, pas tous, mais enfin quand même un nombre suffisamment important pour qu'ils pèsent sur l'organisation de la psychiatrie française notamment, et peut-être de la santé en général, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les hôpitaux, sont capables de faire des discours extraordinaires, InfoSelf donc, c'est-à-dire les soignants, vous attendez ça, mais vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça va se passer, etc. Et on attend 5 ans, 10 ans, 20 ans, et en fait rien ne change, au contraire, ça s'aggrave. Et donc, confronté à cette réalité-là, dans mon métier de tous les jours, avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, je trouvais qu'on était vraiment dans un mouvement. Alors, quand je suis en colère, je dis post-démocratique, mais bon, ça c'est quand je suis en colère, disons, où la démocratie est problématique. C'est-à-dire que ceux qui nous représentent, peut-être ne prennent pas assez au sérieux la réalité de ceux qu'ils représentent. Et qu'il y a sans doute souvent dans le discours politique, notamment en matière qui me concerne directement, c'est-à-dire la santé et plus précisément la psychiatrie, un discours qui est fait de bonnes paroles, mais qui ne se traduit pas par des actes qui permettraient non pas de changer ce qui était installé, c'est-à-dire pour nous la psychiatrie de secteur, c'est-à-dire la manière la plus révolutionnaire de faire la psychiatrie de façon humaine, mais en tout cas de la conforter, de permettre qu'elle se développe de façon normale, eu égard aux attentes de la population. En ce moment, on est très, très en colère en psychiatrie parce que, vous le savez bien, les gens demandent beaucoup à la psychiatrie publique notamment. Les consultations sont demandées de façon très, très importante, de façon exponentielle. Et les CMP, c'est-à-dire les centres médico-psychologiques, sont coincés pour répondre parce qu'ils ont très peu de moyens. Et donc, les délais d'attente s'allongent de façon considérable. Et maintenant, ce qui était dans le 16e arrondissement, quand je suis installé comme psychiatre et que j'ai 1 an de liste d'attente, les gens disent du coin « Oh, il doit être quand même très, très bon pour avoir 1 an de liste d'attente ». Mais quand on est dans le public et qu'on a 1 an de liste d'attente, les non, c'est pas possible. Entre guillemets, personnes qui nous gouvernent disent « Vous ne savez pas vous organiser, on va créer un poste d'administratif pour vous new manager. Ouais, ». Voilà. Et donc on retire le pouvoir. Et donc on retire le pouvoir à ceux qui pourraient s'organiser pour répondre aux demandes. Et au lieu de créer des postes de soignants, on crée des postes d'administratifs. Donc on pourrait dire Staline dans sa tombe doit rigoler vraiment parce que la bureaucratie est très 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 au point aujourd'hui. Et je pense à, par exemple, cette vogue actuelle dans tous les hôpitaux où on considère maintenant que c'est une entreprise comme les autres, la vogue du new management, dont je rappelle que, je vous conseille de lire le petit livre de Chapoutot, Libre d'obéir, le new management du nazisme à aujourd'hui. Bon, je ne vais pas détailler, mais enfin... Vous savez comment Solzhenitsyn appelait Staline ? Non. L'égocrate. Ben voilà. Bon. Donc tout ça pour dire que l'identité, moi j'y viens non pas par les mêmes chemins qu'Elisabeth, qui sont des chemins, on pourrait dire, de la philosophe historienne universelle, mais par les chemins du praticien de terrain qui est confronté à la question de l'identité dans son métier pour les gens qui soignent et qui se trouve confronté au fait que l'identité authentique du discours politique sur laquelle on devrait compter pour pouvoir faire le travail que nous avons à faire, c'est-à-dire répondre à la souffrance psychique énorme du français aujourd'hui, c'est devenu impossible et on est en train de vendre le secteur public à la découpe, au privé à but lucratif. Et donc ça, pour moi, c'est un problème vraiment considérable. J'ai une petite réserve sur ces comparaisons. On est là pour débattre. Donc, je pense que c'est très... Je pense qu'il y a 3 formes tout à fait distinctes de bureaucratie. La bureaucratie nazie n'est pas la bureaucratie stalinienne, qui n'est pas la bureaucratie démocratique. Voilà. La bureaucratie nazie, elle était destinée à exterminer. Donc ça va. Donc la question, elle était entièrement destinée à l'extermination. Système totalitaire, voilà. Pas seulement les Juifs, à exterminer en quelque sorte. Les malades mentaux. Oui, bien les sûr, malades mentaux. Pas seulement les Juifs et les malades mentaux, j'allais dire, mais au fond, exterminer tout. Voilà.
La bureaucratie stalinienne n'était pas de même nature, elle n'était pas exterminatrice. Il y avait le goulag, il y avait évidemment des modalités meurtrières. Elle était destinée, je parle là du projet, voilà. Elle était destinée à favoriser une classe contre une autre. Bon. Les bureaucraties démocratiques qu'on connaît, libérales, n'ont pas du tout cette visée. Donc, il faut pas... Je ne suis pas très d'accord avec Chapoutot. Elles sont liées à tout à fait autre chose. D'abord à l'économie. Il faut faire le maximum d'économie. Il faut en effet trouver des modalités de gestion qui coûteront moins cher, etc. Donc, le but n'est pas le même. Et à l'intérieur de ça, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec des comparaisons nazies ou stalinisme. On a des plages entières de liberté. Voilà. Nous avons la liberté de la presse, tu as la liberté de faire des pétitions, de ne pas être d'accord, tu as la liberté dans ces démocraties-là, il y a la liberté de contrer. Donc il ne faut pas renoncer à ça. Ce n'est pas la même chose quand on est dans des systèmes totalitaires, tu as la liberté de rien. D'ailleurs, nous en avons aujourd'hui le spectacle, hein, que ce soit la Chine, la Russie, etc. Il faut y aller pour voir. Donc les comparaisons de Chapoutot, je ne les aime pas trop. Donc, et j'aime pas en plus qu'on ramène au nazisme, parce que sinon il n'y a plus de discussion, c'est le point G, quoi. Bon, alors vous êtes nazi, non. Voilà. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on étudie, nous, et c'est ce que j'ai essayé de faire, le monde totalement nouveau dans lequel on est, parce qu'on ne va pas revenir en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Il n'y aura pas la psychiatrie de secteur d'avant. On peut en avoir la nostalgie. Il n'y aura plus la classe ouvrière d'avant, quand il y avait... voilà, il n'y aura pas le Front populaire, il n'y aura pas toute cette culture que nous avons aimée, tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on va inventer pour contrer ça? Alors là, ça devient plus intéressant. On sort du protestataire. Et là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je me suis intéressée à ces mouvements parce qu'ils ont tenté, mais ils ont échoué. Ils ont quand même tenté de répondre à la situation de la fin de la division du monde en bipolaire, c'est-à-dire la chute du communisme, et puis donc il n'y avait plus d'ennemis, et un monde multipolaire. Donc ça, c'était intéressant, tous ces mouvements voilà, de revendication du néo-féminisme, les mouvements antiracistes, etc. Au fond, ils ont pris acte qu'il ne fallait plus mener les batailles comme avant. Bon. Alors, évidemment, le défaut, ça a été ces dérives, c'est-à-dire qu'ils ont abouti à avoir des revendications coercitives qu'on peut critiquer, mais il faut absolument reprendre ça, plutôt que de rêver de la restitution du monde ancien, trouver à l'intérieur de nos démocraties, parce qu'on n'a quand même jamais fait mieux, hein, si on les récuse, comme aujourd'hui le font beaucoup de gauchistes avec lesquels je ne suis pas d'accord, si on les récuse en disant que c'est la même chose, on ne va pas s'en sortir. Parce que le monde, il ne va pas changer en retournant en arrière. Donc, quels sont, et dans le domaine de la psychiatrie, ça me paraît la même chose, quels sont les moyens de lutte à l'intérieur de ce système pour récuser ces classifications, cette bureaucratie, la prise en main du secteur psychiatrique par les managers. Comment lutter parce qu'il n'y a pas qu'en psychiatrie. Les groupes, hein, Bolloré rachète toute l'édition française, tout est comme ça. Il rachète même Zemmour. Alors, ce qui est intéressant, tout de même, dans les phénomènes de montée du fascisme et du populisme, 35% de Français prêts à voter à l'extrême droite, quand même, hein, même s'ils ne le feront pas. En tout cas, dans leur idée, il y a ça. Il y a quand même ça, on ne peut pas le dire. Comment se fait-il que ce libéralisme qui prône, au fond, la liberté et pas l'égalité, puisse en arriver, lui aussi, à favoriser le contraire du libéralisme, parce qu'un homme d'affaires comme Bolloré, qui est l'incarnation du libéralisme économique, puisse devenir l'incarnation de l'extrême droite, c'est-à-dire le contraire du libéralisme. C'est ça qui doit nous parler. Comment ont-ils pu mobiliser, au fond, toutes les haines de ce côté-là? Parce que tous ceux que j'étudie, au fond, ils étaient libéraux. Moi, je suis libérale.
pas au sens... mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'être libéral. Libéral politique, pas forcément libéral les économique. mœurs, les mœurs, mais même le libéralisme économique classique. Alors maintenant, on a affaire aux pathologies du libéralisme, c'est-à-dire, au fond, à des luttes de grands groupes. Comment faire à l'intérieur de ce monde-là, avec, par exemple, on a des régimes politiques, Chine et Russie, c'est à la fois l'archaïcité de l'ancien communisme, plus les abominations de l'économie de marché, plus ceci, cela, et plus à l'échelle mondiale, en effet, un accroissement drastique de l'écart entre les riches et les pauvres. Mais je ne crois pas qu'il faille lutter pour restituer le monde ancien. On doit hériter, nous, de ce qui a été formidable dans ces aventures-là, mais on ne peut pas se finkelkrottiser. On ne peut pas greffer. Non, mais je sais que toi, tu ne le fais pas. Non, mais je ne lutte pas pour faire revenir le monde ancien. On ne peut pas se mettre à dire c'était quand même mieux. Oui, le niveau a baissé à l'école. Oui, il y a tout ça, mais il y a aussi des trucs formidables. On vit 20 ans de plus. La médecine a quand même fait des progrès extraordinaires. On est capable de lutter contre une pandémie d'une façon incroyable. On devrait avoir, s'il n'y avait pas tout ça, 50 millions de morts. Bon, d'une part, on a les progrès de la science qui sont incontestables. Et puis, on a des sociétés démocratiques mélancoliques. Ça ne va pas du tout. L'augmentation des dépressions, tout ça. C'est plutôt comme ça. Je verrais une réflexion plus à la Hannah Arendt, quoi. Que faire avec ce monde-là, tel qu'il est, et avec la jeunesse d'aujourd'hui? Elle n'a pas connu tout ça. Elle n'a pas connu tout ça, et elle n'aspire pas à connaître tout ça. Elle aspire à inventer tout à fait autre chose à partir de cette nouvelle réalité. Voilà. Oui, je pense que ça fait partie des facteurs qui vont pouvoir nous aider. C'est que la jeunesse, effectivement, derrière Greta Thunberg, va se mobiliser. C'est pas Greta Thunberg, la jeunesse. Elle est un peu bête. J'ai rien contre elle. Pour défendre la planète, qui est quand même le contexte général dans lequel on est en difficulté. Cette jeunesse-là, elle est très sympathique, c'est très bien, mais elle ne pense rien. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'elle pense rien. Oui. Elle est protestataire. Oui. On a besoin de ça en un premier temps. C'est pas mal. C'est mieux de se mobiliser que de rien faire. Oui. Alors maintenant, ça, c'est première étape. Après, il faut penser le monde. Il ne faut pas simplement avoir une subjectivité, il ne faut pas avoir simplement des affects, parce que ça mène à rien. Ça mène à des régimes autoritaires qui vont te les enlever, les affects. Bon. Et qui vont dire attention, désordre. Oui. Donc je crois qu'il faut penser des nouveaux modes d'engagement dans lesquels, justement, on essaye de comprendre la complexité. Regarde par exemple ce qui s'est passé pendant le Covid. Toutes les équipes de soins, en dehors de la psychiatrie, y compris la psychiatrie, ont dit que finalement, le fait qu'elles puissent s'auto-organiser avait donné des résultats beaucoup plus intéressants que quand elles étaient managées. Voilà. Et à la sortie de cet épisode du Covid, les gouvernants ont dit « Bon, c'était bien pendant le Covid, vous avez été vraiment sympa, mais maintenant on va recommencer comme avant. Oui. » Et ça continue exactement comme avant. Donc si tu veux, c'est ça le problème. Peut-être, mais comment t'expliques alors que ces mêmes soignants qui ont été si merveilleux, il y en a tellement qui sont anti-vax. Ah ça, j'en sais rien. Moi, non mais attends, moi je suis pas anti-vax. Oui, moi ça m'interroge aussi. Ça m'interroge, c'est-à-dire le surgissement d'obscurantisme à l'intérieur justement. Ah bah oui, bien sûr. De mouvements qui ne devraient pas l'être. Surgissement du conspirationnisme et du complotisme. C'est exactement ce que je suis en train de te dire pour les politiques, c'est-à-dire le fait qu'ils refusent que les gens s'auto-organisent dans leurs branches qu'ils connaissent et qu'ils leur proposent de leur imposer des choses qui permettraient de s'organiser mieux. Quelquefois, c'est catastrophique. Ben oui, mais c'est ça le problème, c'est que pour se faire reconnaître actuellement, c'est très difficile. Des modalités qui retournent Il faut inventer quelque chose. À une situation libanaise, quoi. Il faut inventer quelque chose, je suis bien d'accord. Je pouvoir faire de l'autogération. Qui n'est pas là aujourd'hui, qui devait normalement été invité l'année dernière, mais bon. Il montre simplement dans son livre que la matrice du management, le type qui a inventé le management moderne n'était pas nazi, mais il a compris plus que ça, non le commandement. Oui. Comment faire quelque chose à quelqu'un. C'est tout bête. C'est pas les nazis. Voilà. Mais il a quand même endossé l'uniforme nazi. Il a été à la tête de la SS. Et simplement, après la guerre, il s'est dénazifié, on ne sait pas trop comment, mais il a monté une école de management. Oui, bien sûr.
Mais ça ne veut pas dire que la totalité de ceux qui font le management sont non, bien entendu. Il y a une ambivalence là qui me plaît pas si tu veux, moi, ce qui me semble, c'est que... Je ne suis pas convaincue par ça. La psychothérapie institutionnelle, aujourd'hui, je ne parle pas de 45, aujourd'hui, c'est de dire à une équipe comment est-ce qu'on peut régler le problème de soigner telle personne. Et trouver dans cette équipe, en lien avec la cité, les moyens de le faire. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui se passe, c'est l'HAS, Haute Autorité de Santé, il faut déjà oser s'appeler comme ça, qui dit qu'il faut faire comme ça. Et dans ce truc-là, il y a un certain nombre de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Hein. Je prends l'exemple souvent de, par exemple, le généticien qui participe aux travaux de la Haute Autorité de Santé et qui va donner son avis sur comment le neurochirurgien doit opérer les métastases d'un cancer de l'estomac parce qu'il est spécialisé dans la génétique du cancer de l'estomac. Eh bien, je suis désolé, mais c'est pas à lui de donner son avis. Et tu crois que le chirurgien qui opère, il va suivre la directive? Non. Ben oui, mais en psychiatrie, c'est comme ça que ça s'est passé. En principe, on ne suit pas ces directives. Ben oui, mais ça a été rendu obligatoire. Alors, justement, ça va dans mon... Donc, si tu veux, ça va dans mon sens. Ben non, ça ne va pas dans ton sens. Parce que, en fait... Comment trouver les moyens de contrer ça? Oui, c'est ça. C'est pas en les traitant de ça, on est d'accord là-dessus. On est bien là pour ça. On est d'accord là-dessus. Et moi, je ne traite pas de nazis, je ne les ai jamais rencontrés. Je ne suis pas assez doué. Hein. Autrement dit, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, l'outrance se retourne contre nous-mêmes. Il faut trouver des choses beaucoup plus... Oui, mais il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'ils nous écoutent, ceux qui dirigent. Ils ne nous écoutent pas. Ils savent ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est des économies. Soigner mieux tout ça, pas le problème. Il faut faire des économies. Et on est en très grande difficulté. Alors, il y a quand même quelque chose que vous avez dit l'une et l'autre incidemment, et ça touche directement la psychiatrie, et c'est la notion de classification. Entre genre, alors rappelle, c'est pas Freud, c'est pas Macron qui a inventé la classification, c'est Aristote. Alors, il y a des individus, des espèces, et espèces, c'est un genre, ça fait un arbre. C'est l'inné. L'inné. C'est l'inné. Évidemment, ça a été théorisé pour la première fois en biologie par Linné au XVIIe siècle. Mais toutes les classifications qui ont suivi, et certainement aussi le DSM, les 5 versions de DSM. Le DSM, c'est un délire. C'est un délire, je suis bien d'accord. Vous en montrez très bien dans votre livre. C'est un délire. Un délire. Et d'ailleurs, Spitzer... Mais la classification est un délire. Oui. Non, cette classification à outrance. Ah ben non, là c'est le comble. C'est le comble. C'est-à-dire, et en plus, ça va dans le sens des identitaires, évidemment. Oui. Puisque vous êtes dans une case, on invente des cases et on dissout le je suis je. Alors là, on le dissout totalement. Donc oui, bien sûr. Il y a cette... Et là, c'est pas seulement une question de politique, c'est une question de pensée. Oui. C'est les gens qui voudraient penser pas forcément en faisant des grandes théories. Ils ont dissous la pensée. Ben voilà, c'est bien ça. Non, leur objectif, c'était d'arrêter de penser. Voilà. Alors, on est confronté à ça. C'est-à-dire, là, on vous dit, vous arrêtez de penser en classe. Ça ne veut pas dire que toute classification soit mauvaise. La question des dérives de genre, c'est compliqué, parce qu'au départ... c'est un concept extrêmement valable de dire au fond, il y a deux aspects. On ne peut pas assigner quelqu'un uniquement à son sexe anatomique, même à son sexe. Il y a la construction sociale, la construction psychique. C'était ça l'idée du genre. C'était extrêmement progressiste, cette idée. D'ailleurs, il y a des grands textes. Si on lit Thomas Lacker, même Judith Butler au début. Même Judith Butler au début, c'est intéressant. Donc, mais je pense que ce qui est important, un être humain, il est fait de 3 composantes, le social, le psychique et le biologique. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on en enlève un, on fabrique des dogmes. Or, tenir les 3 ensemble, c'est pas tellement simple. Et évidemment, en psychiatrie, on le retrouve parce que les classifications du DSM, il n'y a plus les 3. C'est encore pire. C'est le pire des systèmes. Il n'y a plus les 3 sur des supputations. Voilà. Parce qu'en fait, à chaque sortie du DSM, on nous annonce qu'on va trouver les marqueurs génétiques des maladies mentales. Oui. On ne les a pas encore trouvés, mais on va les trouver. La classification est faite pour ça. Je vois bien aussi que les psychiatres, ils n'obéissent pas à ça. Autrement dit, alors, autre question. Plutôt que de se demander, poser les choses comme ça, est-ce qu'on ne peut pas se demander quand même, dans nos sociétés, la nature de l'emprise ?
Parce que ça, c'est capital. Qu'est-ce que l'emprise? Qu'est-ce qui fait qu'un sujet, dans une société démocratique, où il a des droits, Absolument. se soumet? Alors, c'est une vieille question. Et j'ajouterais, se soumet inconsciemment. Parce que c'est encore plus visible aujourd'hui. Alors, évidemment, on l'a vu avec tous les mouvements MeToo qui sont passionnants, fascinants. Comment est-ce qu'on consent à se nuire à soi-même? Alors, tout de même, c'est une vraie question. L'intériorité du psychique. Il faut évidemment montrer ce que c'est que la nature de l'emprise dans des sociétés comme les nôtres. Parce que pourquoi le sujet se nuit à lui-même à ce point? Et il y a des cas où il n'est pas obligé. On n'a pas le revolver sur la tempe. Vous voyez bien que la psychiatrie a successivement rejeté l'inconscient, le transfert et le psychisme lui-même. Je suis d'accord, sur la psychiatrie. Mais dans les aventures modernes d'aujourd'hui, je me suis vraiment posé la question de l'emprise. Alors, évidemment, sur des cas extrêmes. J'ai beaucoup regardé le cas Jacqueline Sauvage, que vous avez dû suivre. Oui. J'ajoute que j'ai signé la pétition pour la grâce. Mais je me suis demandé quand même, et on est obligé de se le dire, qu'est-ce qui fait qu'une femme a supporté ça pendant 47 ans? Au point de n'avoir comme solution que de tuer, alors qu'il y avait des associations. Et le cas est très intéressant, parce que là, c'est poussé jusqu'au bout, considérer qu'elle n'avait pas d'autre solution que de le tuer, à un moment d'ailleurs où il ne s'y attendait pas. C'est-à-dire que et ne pas avoir de remords, c'est pour ça que j'étais pour la grâce. On n'a pas à s'occuper de savoir si elle est consciente de ça. Non, on donne la grâce. Je suis pour. Mais la question ne peut pas ne pas se poser sur des cas extrêmes comme ceux-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans le cas Berco, on a... Alors, je prends exprès ces cas-là. Mais on en a tous. On a tous eu des femmes battues qui restent. Et qui auraient les moyens de sortir. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas faire autrement, qui ne travaille pas, qui n'a même pas de possibilité d'aller voir... Alors, qu'est-ce que vous en... C'est quoi votre hypothèse? L'emprise. Aujourd'hui, je pense, et nous le savons, tout de même, l'emprise des complotistes sur les réseaux sociaux, l'emprise des gens, sur les gens qui sont capables de croire n'importe quoi, même si on leur explique quelque chose, l'emprise aussi quasi religieuse. Regardez l'histoire de Tariq Ramadan. Sur ce plan-là, elle est incroyable. Il a eu de l'emprise sur ces femmes. Oui, excusez-moi, mais ça n'a rien de neuf. Non, ce qui est... Si. Si, alors. Ça a de neuf qu'on est dans des sociétés où on peut lutter contre ça. Ça n'a rien de neuf quand vous êtes dans une société totalement archaïque, que c'est la norme, que c'est parfaitement normal de violer les gens, que c'est parfaitement normal de ceci, cela. Mais on n'est quand même plus là. D'ailleurs, la preuve, c'est que même l'Église a accepté une enquête. Je fais des conférences dans les quartiers, etc. Je dis, si un type vous bat une fois, oui, une fois, tirez-vous. Exactement. Parce que j'essaie de faire de la prévention par rapport à l'emprise. Voilà. Mais pourquoi? Alors ça... Mais parce que je pense que là, il y a quelque chose qui serait au fond une emprise qui s'est modernisée et que l'impact de l'image dans l'emprise est devenu considérable. Je pense qu'on assiste à un phénomène d'hypnotisation de masse par les médias. Et je crois que quand j'ai étudié Peirce, par exemple, un philosophe qui a beaucoup étudié ça, il y a la question de l'icône, c'est-à-dire la première forme d'objet symbolique qui parvient à l'enfant. Et en fait, c'est l'image qui a le plus grand impact sur lui, bien plus que la voix, bien plus que le toucher, etc. Et dans nos sociétés contemporaines, il faut bien remarquer que c'est quand même cet impact-là qui est le plus considérable, qui est utilisé par les médias pour se faire connaître. Dans les réseaux sociaux, tu as raison, mais les gens, ils regardent, ils sont très, très attachés à ce qu'ils lisent par l'image. Et je crois que cette emprise s'est développée de façon beaucoup plus considérable récemment à cause de cette... Moi, je vais être très, très répressive. Je pense que là, maintenant... sur tout ce qu'on appelle tous ces réseaux sociaux, par exemple, il faut supprimer l'anonymat. Je pense que les gens qui font des insultes, des trucs comme ça, sous leur nom... Absolument. Là, je suis pour la suppression de l'anonymat. Je ne te dis pas que ça arrangera tout. Ça arrangerait déjà pas mal de choses. Mais je crois, moi, qu'on est un peu, aujourd'hui, dans essayer, par tous les moyens du monde,
de lutter au cas par cas contre toutes ces emprises, sans pour autant réclamer des régimes autoritaires, parce que sinon on va se retrouver dans des atteintes dramatiques à la liberté d'expression, dans des atteintes au nom de l'égalité à la liberté. Enfin, on va dérailler là. Donc il faut trouver comme ça des solutions pour lutter à l'intérieur même, parce qu'on ne va pas empêcher ce monde-là d'exister, celui des réseaux sociaux, celui des GAFA. Il faut lutter au coup par coup. Ouais, si tu veux, par exemple, à Lille, on a essayé de mettre en place, grâce à la collaboration avec plein de gens des quartiers en question, des ateliers philo dans les écoles maternelles, par exemple. Et bien, on voit bien à ce moment-là que le fait qu'on considère les petits-enfants de moyenne section, grande section, comme des êtres qui peuvent acquérir quelque chose qui serait, je dirais ça de façon philosophique, l'intériorisation de la catégorie philosophique d'autrui, à partir de l'école maternelle, ça change la donne par rapport à la manière dont ils vont se situer. Ça répare les parents abominables. Ça permet que les parents abominables se posent des questions et peut-être dans toutes ces soient un peu différents. Au départ, c'est affreux. Donc moi, il me semble qu'il y a des pistes préventives qui sont tout à fait intéressantes. Et je crois que c'est par ces biais-là qu'on pourrait y accéder. Dès qu'il y a de la pensée, ça répare. Ben oui. Dès qu'il y a de la pensée, dès qu'il y a l'accès. C'est pour ça que je critique les faux selfs, parce que le faux self, c'est l'éloge de l'inverse. C'est-à-dire, faites ce que je vous dis et ne vous posez pas de questions. J'ai l'habitude en ce moment de dire un peu, dans notre société, il y a deux types de messages. Il y a le message, disons, de l'a priori. Vous devez faire ça, faites comme si, enfin, un peu le commandement. Et puis, il y a l'a posteriori. On a traversé ensemble une expérience. Qu'est-ce qu'on peut en dire après coup, le pateimatos, au fond. Eh bien, moi, je crois que vraiment que cette forme-là est très, très oubliée aujourd'hui. Et il faudrait qu'on la réhabilite. Ça fait partie des moyens de prévention qui sont tout à fait considérables. Et une chose qui est très importante, j'ai retrouvé ça dans des vieux textes d'Adorno, de Walter Benjamin. Déjà, dans les années 40-50, il disait on va vers un dépérissement de l'expérience. Et on est en plein là-dedans. Il y a ça dans Adorno, il y a ça dans Horkheimer. Ils ont très très bien compris. L'école de Francfort, moi je les aime beaucoup. Et on est dedans, on est en plein dedans. On ne tient pas compte de l'expérience, pas seulement l'expérience acquise, mais l'expérience, je vois, je touche. Alors même que, pour revenir au DSM, on dit aux gens, aux futurs psychiatres, aux étudiants, surtout, vous ne notez que ce que vous observez. C'est-à-dire il n'y a plus de catégories qui permettent de voir. Il n'y a plus de théorie. Le DSM, un petit mot là-dessus quand même, parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire délire statistique de Macron, ça veut dire diagnostic statistique manuel. Donc ça veut dire que cette soi-disant nosographie, c'est-à-dire l'étude des signes cliniques des pathologies, n'est plus faite comme clinicien, elle est faite de façon statistique. C'est-à-dire sur l'ensemble de la planète, il y a tant de gamins qui sont hyperactifs, donc l'hyperactivité, c'est ça, c'est les signes statistiques. Et donc ça nous éloigne considérablement de la relation interindividuelle qu'on a essayé de développer, par exemple, dans la psychothérapie. Et ça, c'est pour ça que c'est antagoniste avec la question de la psychothérapie, par exemple. Donc moi, je suis comme Elisabeth, je ne suis pas contre les classifications. Il en faut. Il y avait un certain nombre de gens, comme Bleuler, par exemple, qui avaient obtenu des classifications intéressantes pour la psychose et la schizophrénie. Tout ça, c'est terminé maintenant. C'est des abords statistiques. C'est-à-dire qu'on ne met plus devant nous un individu qui souffre, c'est une référence statistique générale, évidemment. On ne retournera pas très, très Bleuler, compliqué, ça. on retournera pas. Non, mais personne je dis pas ça par nostalgie. Surtout, je dis ça parce que j'ai des exemples dans le passé, j'en ai pas dans le futur. Voilà. Non, mais on peut prendre des exemples du passé pour critiquer le présent. Ben oui. Moi, je suis peut-être un peu plus dure que toi quand on a des étudiants, mais tu le fais aussi. Quand j'ai des étudiants comme ça qui sont là à dire « oui, mais on m'a appris ça », on peut quand même leur dire, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à toutes ces bêtises. Soyez curieux. Quand vous êtes, mais non, mais quand ils sont quand même dans leur pratique, dans leur cabinet, ils peuvent aussi ne pas utiliser le DSM. Ils peuvent cocher les cases pour avoir les feuilles de sécu, tout ce qu'on voudra, mais ils ne sont pas obligés de pratiquer comme ça. Et en plus, personne n'est obligé d'obéir à toutes ces bêtises. C'est obligé de faire un faux self. Voilà. Alors maintenant, sur le faux self, je ne sais pas moi si tu seras d'accord, mais comme je t'ai lu, je pense que oui. Le faux self, c'est une défense perverse ou psychotique contre une réalité. C'est à peu près ça. Oui. Donc, si tu veux, toute la clinique... Et dans la perversion, il y a la manipulation. Comment ? Oui, mais bon, qui manipule qui ? On s'auto-manipule. Pour être réélu, tu peux être amené à manipuler l'électorat. Et toi-même.
Ah, manipuler l'électorat, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est à ça qu'on assiste en ce moment, la campagne présidentielle. Oui, mais t'as vu, ça marche pas. J'en sais rien. Mais ça marche pas. J'en sais rien. Il est en train de s'effondrer, Zemmour. Je vais être encore obligé de voter pour quelqu'un que je n'ai pas choisi. Peut-être. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que sur le fond, il y a en effet, je dirais, au moins 30% de Français prêts à avoir un régime, je dirais, autoritaire. Pas nazi, c'est pas ça. Autoritaire, plutôt de type fasciste. Ça sera peut-être pire. Il y a ça, il y a ce fond qui est revenu. Ça, si on regarde bien là, on s'aperçoit que c'est quand même tout l'ancien électorat communiste. Ça nous pose problème. En partie. En partie, oui. En partie. Ça, c'est Marine Le Pen. Elle a piqué l'électorat communiste, donc ça veut dire quelque chose. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'en effet, en tout cas, l'autre tendance d'extrême droite, de toute façon, l'extrême droite devient dominante dans les idées en France, pas forcément en politique, ça ne va pas passer en politique. Mais la preuve que ces idées deviennent dominantes, c'est qu'on a tous les courants de l'extrême droite. Comme tu sais, j'ai bien étudié l'extrême droite, je connais bien, tu as des courants. Il y a autant de courants que dans l'extrême gauche. Sauf qu'avant, on était avec les trotskistes, les Maheu. Là, tu es avec tous les courants de l'extrême droite. Ils vont entrer en conflit entre eux. Heureusement, ils ne font pas l'unité. Mais dans la tête, non, politiquement, ils ne font pas l'unité. Mais dans la tête, je pense, la bataille des idées, on va évoquer quand même Gramsci, hein, ils ont gagné pour le moment, ils ont gagné. Tu interroges n'importe qui, tu verras que c'est très, très à droite. Très, très, très à droite. Alors, est-ce que ça vient des médias ? En partie. Mais moi, les théories de la manipulation, je n'y crois pas beaucoup. Il y a aussi la réponse comme ça, parce qu'il n'y a plus la réponse en termes de lutte des classes, de communisme. On a perdu le peuple de tous les côtés. Voilà. Donc, c'est une vraie question sur laquelle il faut s'interroger. Maintenant, le fait de voter pour quelqu'un qu'on n'aime pas contre le pire, moi, ça ne me dérange pas. On est obligé. La politique, c'est aussi ça. On n'a pas le choix, oui. Non, mais je vais aller plus loin. Les démocraties, c'est toujours comme ça. Ça finit toujours par avoir des scores tellement... c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut sortir des régimes présidentiels, faire les coalitions. Je suis tout à fait d'accord avec Cohn-Bendit. Je pense qu'il faut sortir des régimes présidentiels et qu'on va être obligé de gouverner avec des coalitions, forcément de la proportionnelle, des difficultés. On voit bien, quoi, que ça aussi, c'est quelque chose qui se déconstruit au sens de Derrida, et non pas qu'on déconstruit. Il y a quelque chose des souverainetés qui s'est écroulé. Et ceux qui réclament les souverainetés, c'est évidemment sur un mode pathologie. Donc, on est confronté à cette question-là. Donc, ce n'est pas la faute à Macron. Non, mais c'est tout à fait autre chose. Je vais soumettre à tous les deux on fait un atelier philo avec. La liberté, par exemple. On parlait donc de liberté. Aujourd'hui, pour avoir un comportement collectif, au bon sens du terme, qui puisse permettre de sortir de la crise sanitaire et du Covid, que les gens soient vaccinés, ils le sont pour l'essentiel, au moins des 2 doses. Mais les arguments que portent certaines personnes, soit contre les vaccins, etc., c'est ma liberté. On est incapable, ça me paraît être un aspect de la question du faux self, on est incapable de penser la liberté autrement. C'est 15%, c'est beaucoup déjà, mais c'est que 15%. Ben oui, mais, sur la question oui, d'accord, mais bon... Quand même. Ça suffit pour nous emmerder. Ah ouais, voilà, c'est ça. Non, mais la question, c'est comment on répond à cette argumentation-là. J'ai peut-être une petite réponse. On l'a vu autour de nous, on en a. Oui, alors. J'ai des antivax autour de moi, irréductibles. Oui. Aucun argument rationnel n'est possible. Bon. Si on est clinicien, on se dit, il y a quelque chose. Il y a un noyau psychotique, il y a quelque chose. C'est irréductible à toute forme de rationalité. Là, on ne peut pas grand-chose. De rationalité et d'argumentation, de discussion. Oui, il ne donne pas d'argument. Il n'y a pas de discussion. Et quelquefois, d'ailleurs, il mime la science. C'est très intéressant. C'est quand même majoritairement des gens qui sont dans les médecines parallèles. Il y en a beaucoup. C'est des complotistes. Il y a de tout. Il y a tout un panel. J'ai fait un article sur cette question. J'ai regardé. Il y a plusieurs types de comportements. Et là, en effet, ils invoquent la liberté.
C'est pas ça la liberté. Ben non, justement. C'est pas ça la liberté. Là, c'est le faux self qu'ils ils invoquent un truc qui est identitaire. Voilà. J'ai le droit de. J'ai le droit de. Ce qui vont, c'est ma liberté. Maintenant, ma liberté. Donc, ça rentre tout à fait dans soi-même comme un roi. Hein. Je peux décider de tout. Et là, il y a des moments où on va quand même être obligé de remettre de l'autorité, pas dans le sens ni fasciste, ni c'était mieux avant, ni voilà, ni de la répression. Mais il y a un moment quand même, enfin, on le fait dans la cure analytique. Non, tu n'as pas le droit de conduire à sens unique, ivre-mort. Voilà. Bon. Ça pose des questions de l'éducation des enfants. Voilà. Enfant roi. Moi, ça pose des problèmes. Quand je donne l'exemple de l'atelier philo auquel j'ai participé, au début de l'année, dans la grande section de maternelle, un tel tape sur la gueule d'une telle ou d'un tel, et à la réunion de l'atelier philo, maîtresse, il m'a fait ci, il m'a fait ça, voilà. Etc. Pas moyen de se mettre d'accord. C'est sa liberté, il tape sur la gueule de qui il veut. Tu réponds quand même. Et au bout de quelques mois, à la fin de l'année, je reviens et j'entends les gamins qui disent il y a machin qui a eu un truc avec un tel, et l'enfant qui prend la parole dit moi je pense que quand même il devrait mieux parler plutôt que de taper dessus. Oui. C'est la fameuse phrase de Freud. Quelques mois on se réunit, on pense ensemble, et d'un seul coup la liberté qui était un attribut uniquement égoïste devient un phénomène collectif. Hein. Donc là, je pense qu'on manque vraiment de ça aujourd'hui. Le jour où on manque de ça aujourd'hui. Le jour donc Freud, la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait développer ça de façon un peu plus... Freud disait le jour où un guerrier a renoncé à tuer son ennemi en lui lançant un coup de lance. En lui parlant. Et a remplacé ça par une injure. Voilà le fondement le début de la civilisation. Donc il y a quelque chose. D'abord l'injure, hein, c'est vrai, c'est mieux d'injurier que de passer à l'acte. Est-ce que chaque fois qu'on injurie, on passe forcément à l'acte? C'est pour ça que moi il ne faut pas trop réprimer l'injure, il faut faire des lois, etc. Et puis, en effet, à un moment donné, là, aux enfants, c'est très, très bien ça. Tu ferais mieux de parler que de taper. Et d'ailleurs, l'enfant en question dit « je pense que ». Donc, vous voyez, en maternelle, « je pense que », dans la discussion. Si vous regardez bien autour de vous, des gamins de 5 ans, il n'y en a pas beaucoup qui disent « j'ai vu une émission à la télévision, j'ai vu un tel, je pense que… » Non, hein, pas trop, hein, non. Bon. Alors, on n'a qu'à amener un enfant de 5 ans. Alors, parmi les différents aspects que vous soulevez dans différents chapitres de votre livre, il y en a 2 qui sont hautement sensibles. C'est d'une part la question du genre, on en a parlé, et d'autre part la question de la race, c'est-à-dire du discours actuel ou de certaines pratiques qui tentent ou qui, je ne sais pas comment dire, qui réhabilitent tout en la condamnant une certaine assignation à la race, que ce soit, alors, ça être racisé, que ce soit de la part du raciste blanc, ou que ce soit de la part de la victime du racisme. Vous montrez aussi dans votre livre qu'il y a déjà eu un débat là-dessus avec Lévi-Strauss, notamment dans les années 50-60. Comment se fait-il que... je sais bien que les philosophes n'ont pas de parole définitive, mais quand même, comment se fait-il qu'on en arrive là? Alors, scientifiquement, la race n'existe pas. Mais ça, on le sait vraiment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en ce sens, le fameux texte de Lévi-Strauss est un texte majeur, qui a d'ailleurs eu un effet, c'est-à-dire ça n'existe pas scientifiquement. C'est des couleurs de peau. Et d'autre part, il y a des différences de culture. Ça a mis du temps. Je vous rappelle les transfusions sanguines. Enfin, il y avait quand même encore des croyances selon lesquelles on peut transférer le sang d'un noir à un blanc. Enfin, donc, la race n'existe pas. Maintenant, le racisme existe. Et la question telle que je l'ai posée, en effet, ça s'est posé. Doit-on conserver dans la Constitution
différence de race dans les lois. Alors, il y a eu plusieurs colloques, ça, depuis 30 ans. Aucun Aucun n'a jamais abouti à une position. Alors, il y a évidemment ceux qui disent, étant donné que le racisme existe, il faut maintenir l'idée de la différence des races. Et d'autres qui disent, non, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce que le racisme existe et que des gens croient qu'il y a de la race qu'il faut maintenir ce terme, en tout cas en droit. Moi, je suis pour la suppression du mot race. Maintenant, je ne suis pas pour qu'on révise tous les textes anciens qui utilisaient le mot race. Enfin, je veux dire, il y avait la race aryenne. On ne va pas épurer les textes. Je pense que c'est quand même un acte important de le supprimer de tout ce qui est scientifique, de tout ce qui est législatif. Je suis pour la suppression du mot race dans la Constitution. Je crois que ça a été fait à peu près, enfin bon, en tout cas c'est encore à l'étude. Je n'étais pas d'accord avec Balibar qui disait puisqu'il y a le racisme, il faut maintenir la race. Bon. Je reconnais que c'est un grand débat. Alors maintenant, l'idée de la reprise dans les mouvements décoloniaux de la notion de race, dans lequel la victime se dit racisée, parce que ça s'est inversé, par l'antiracisme, reprend l'idée qu'on est racisé, non, je suis très critique. Parce que ça veut dire qu'on reprend la terminologie racialiste, voilà, pour se désigner comme victime du racisme, mais en même temps pour endosser cette position de la victime. Ce qui fait qu'à un moment donné, on risque de ne pas en sortir. L'objectif quand même de tous les mouvements de libération, c'est de sortir du statut de victime. Alors que, à certains moments, pour sortir du statut de victime, il y a eu besoin de communautés, de femmes noires entre elles, de femmes entre elles, d'homosexuels entre eux. C'est absolument connu. À un moment donné, on ne sort, au fond, de la persécution et de la discrimination qu'en repassant par une communauté. Mais l'objectif, c'est de sortir de communauté pour accéder à quelque chose de beaucoup plus universel. Ça aboutit quand même, je vous rappelle, à dire cette chose absolument inimaginable et inacceptable, que l'antiracisme, c'était l'affaire des Noirs. Et que, je vous rappelle que ça a été dit, que Sartre n'étant pas un Noir ou un colonisé, n'avait pas le droit de parler de la colonisation. Comment ça ? On connaît. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'affaire de l'antisémitisme, c'est l'affaire des Juifs jamais de la vie, c'est l'affaire de tout le monde. Qu'on soit juif ou pas, on lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, c'est ça le danger de ça. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est dans la conversation courante. On vous dit, mais alors tu es antiraciste, mais t'es noir. Bon, on vous le dit beaucoup plus quand, ah, t'es juive, t'es contre l'antisémitisme, donc t'es juive. Non, non, absolument pas. Donc, c'est ça le danger de ces assignations identitaires. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ces notions qui sont peut-être ressenties affectivement comme nécessaires. Et puis, ça aboutit alors, évidemment, à des extrémismes insupportables. Ouria Boutedja, ça va très très loin quand même. Avec des effets de censure. Des effets de... Elle, ça va très loin, puisqu'elle commence son livre en disant « il faut fusiller Sartre ». Et pourquoi il faut fusiller Sartre ? Et elle dit, c'est pas l'OAS qui le dit, c'est moi. Bon, pourquoi ? C'est dit. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le droit d'être un anticolonialiste. Il n'a fait que nous enfoncer, nous, dans le pire du pire. Autrement dit, elle reprend, et elle le dit d'ailleurs, les termes de l'OAS. Tout le livre est fait d'ailleurs comme ça. Donc il y a alors là, c'est l'extrémisme. On a cet extrémisme tout à fait minoritaire, mais enfin qui existe quand même. On le voit dans certains moments, dans des cours, mais madame, vous parlez des Noirs, mais moi je suis noire, vous n'avez pas le droit de parler des Noirs, vous n'êtes pas noire. Bah si, bien sûr, j'ai le droit de parler de ce que je veux. Bon. Donc, et puis en plus, il faut accéder à la raison. D'autre part, il y a derrière tout ça ces histoires de repentance, ces histoires de discussion pour savoir si c'est systémique. Par exemple, comment peut-on dire aujourd'hui qu'en France, l'État et la Constitution sont de façon systémique racistes? Non. Le racisme est dans la société civile, il est dans l'embauche, mais pas dans les lois. C'est pas vrai. On n'est pas aujourd'hui. Notre Constitution, nos lois ne sont pas la reconduction du colonialisme. L'État lui-même n'est pas raciste. Et donc il y a une confusion
il y a une confusion entre les comportements des gens et puis la loi. Non, nous ne sommes pas aujourd'hui... C'est une hypothèse, qu'on n'est plus capable de penser les choses, les comportements, etc., en situation. Ça rejoindrait l'idée de dépérissement d'expérience, mais toujours comme étant une idée, un concept, une abstraction. Non ? Oui, mais c'est très appauvrissant. Bah oui, d'accord. Je crois que si on a quelque chose à transmettre et à enseigner à des gens, c'est les bats-toi. Bats-toi contre cette condition de victime. Ne reste pas dans cette condition de victime. Bon, moi, j'ai connu ça dans mon enfance. Hein. Je n'étais pas d'un milieu très privilégié. J'avais les oreilles décollées. Je m'habillais en garçon dans les écoles de filles. J'étais absolument atypique. On m'aurait donné de la Ritaline. Comme tu sais, j'en ai parlé. Tellement j'étais hyperactive, tellement je montais sur les toits. Mais moi, je t'en aurais pas donné. Hein? Je t'en aurais pas donné. Non, pas toi, mais heureusement que j'avais une mère qui... Mais j'étais totalement atypique. Et on se moquait de moi à l'école. T'as tes filles de vieux, tes parents, ils sont vieux. Voilà, filles de vieux. Filles de vieux, c'est pour ça que t'as des oreilles décollées. Bon. Filles de ceci, filles de cela, d'ailleurs de parents divorcés. Bon. Eh bien, que me disait ma mère, mais apprends-toi à te défendre dans la cour de récréation. Et je me défendais. Et par la parole, et quelquefois par la menace. Je vais te casser la figure à 8 ans. Donc, il faut quand même apprendre, quand on est discriminé, je reconnais que la discrimination que je subissais dans les beaux quartiers n'est pas de même nature que celle qu'on peut subir dans les situations de misère, mais la matrice est la même. La matrice est la même. Voilà. C'est l'assignation. C'est quand même aussi en même temps peut-être un vieux réflexe militant. Hein, je me souviens d'une phrase de Claude Roy dans les années 70. Même retourner dans l'autre sens, un bâton reste un bâton. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire qu'on vous... Eh bien si, parce que si vous retournez le bâton de manière à répondre coup pour coup, bon, ben, vous êtes bien, très bien, vous battez, c'est bien. Mais si c'est le discours, oui, mais si le discours, si les arguments sont retournables, comme ça, comme l'argument vient aussi, là c'est problématique. Oui, mais à 8 ans. On a besoin de dire, si tu continues à m'embêter, je vais te casser la gueule. Ah non, mais c'est pas le contraire. On le fait pas. Je pense que dans l'enfance, tu le sais, Pierre, dans l'enfance, il faut apprendre quand même aux enfants. La légitime défense. Hein, la légitime défense. Non, mais à se défendre par la parole d'abord. Ne pas accepter telle et telle chose. On a aujourd'hui tous les enfants qui reviennent de l'école et qui se plaignent. Il faut quand même apprendre à se défendre. Même chose sur les abus sexuels. Enfin, moi, ça m'est arrivé qu'un curé essaye. Il a pris une claque. Pourquoi ? Je veux dire, il faut apprendre aussi ça, parce qu'on n'est pas non plus... ça arrive à tous les enfants d'être menacés, d'être tripotés. Ça arrive à tous les enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des moments où c'est l'emprise qui gagne et où l'abus existe, et puis pourquoi, quand on les a prévenus très tôt que ça peut arriver, on se défend, non ? Moi, il me semble. Absolument. Moi, je suis pour reçois plein d'enfants, tu leur dis quand même. Je dis bien légitime défense parce que je pense que il faut apprendre à l'enfant à trouver la limite qui est couverte par la loi générale des hommes, celle de l'inceste, etc., et qui lui permet de se défendre quand il est attaqué. Mais oui, mais de façon qui soit pacifique. Oui. Ça, c'est compliqué, mais je crois que ça, justement, quand on s'y met de bonheur avec les enfants, on peut aboutir à des résultats très, très intéressants. Et ça, je trouve que c'est très dommage qu'on ne mette pas le paquet sur des trucs comme ça. Mais on le fait quand même un peu. Pas assez. Mais là, c'est l'éducation des parents, mais on le fait. En analyse, quand même, on revient là. Analyse, oui. Alors, peut-être une dernière question, justement, sur l'analyse, parce que c'est quand même ce qui nous réunit aussi ce soir, enfin, en tout cas, nous tous les trois, c'est qu'elle est l'objet, tu as dit tout à l'heure, des recommandations pour la supprimer de la part de la Haute Autorité de Santé, hein, un texte de 2012. Pour les autistes. Ah, pas seulement. Ah oui, bon. Enfin,
il y a plusieurs choses qui ont été déconseillées. Hein. Il y a la psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle. Tout à fait. Voilà. Alors, d'autre part, vous avez des tas et des tas de discours qui conspirent. Minoritaire. Je ne sais pas, mais elle est attaquée de partout. Par exemple, sur la question du genre, si on va y revenir, mais l'interprétation qu'on donne de la phrase de Freud, l'anatomie c'est le destin, dont on parlait dans votre livre, fait partie de cette entreprise de décrédibilisation et de disparition. Freud a dit l'anatomie c'est le destin, il n'a pas dit on reste dans le destin anatomique. Hein. Oui. Il a dit c'est le destin dans le sens, vous savez d'où ça vient, ça vient de la phrase de Napoléon. Dans la rencontre avec Goethe à Erfurt, la politique, c'est ça n'est plus les tragédies qui nous guident, c'est maintenant la politique. Donc, ce qu'il voulait dire, vous savez, les phrases toutes faites qu'on interprète de travers, il voulait dire ça, c'est le destin. Il y a du biologique, il y a de l'anatomie. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on est assigné à ça. Alors, toute la différence est là. Voilà. Freud n'a jamais dit qu'on devait être assigné. Et en ce sens, quand on interprète aussi la phrase de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, il y a des gens qui croient qu'on ne naît pas dans un sexe. Elle n'a pas dit ça. Quand elle dit, c'est la phénoménologie, elle dit on naît dans un sexe, mais on devient autre chose. D'où l'idée qu'on n'est pas assigné quelque part. Aujourd'hui, on assigne au genre et pas au sexe. Pour moi, ça ne va pas. Donc, c'est vrai qu'il y a ces questions. Alors maintenant, les dérives du genre, oui, je les trouve... je pense qu'on est dans une époque très... mais en même temps passionnante. Oui, les dérives du genre. À partir du moment où on remplace partout genre, on remplace le sexe partout par le genré, eh ben, ça veut dire qu'on abandonne cette idée qu'il y a du sexuel ou de l'anatomie. Ben non, il retourne par la porte. Hein. Donc il faut pas. Il y a une triple composante qu'il faut respecter. Aujourd'hui, on est tout à fait en sens inverse. Bon, voilà. Alors c'est ça ce que j'ai critiqué. Il y a évidemment des sacrées dérives. Hein. Et puis il faut quand même savoir aussi que dès qu'on s'attaque à la langue, je parle beaucoup de ça, la féminisation des mots. La langue, c'est ce qui échappe à toute maîtrise. Hein. Tout le monde le sait, même les académiciens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend acte que la langue a changé. Voilà. La féminisation des noms, elle se fait. C'est pas la peine de la faire. Elle se fait. Et ensuite, c'est l'usage, et ensuite on prend. C'est pas la peine de croire qu'on va maîtriser. C'est pour ça que je suis pas pour l'écriture inclusive. La féminisation des noms, sympho-débat, elle se fait. C'est normal. Alors maintenant, c'est très intéressant quand on construit des parlers obscurs pour penser une réalité. Et les dérives du genre, ils construisent un charabia à côté duquel le charabia lacanien, d'ailleurs, est pas mieux. Je parle là, je cite des textes d'Homi Bhabha, qui est à la fois dans le charabia des parlers obscurs des théories du genre et des races, plus le parler obscur lacanien mélangé. Je ne sais pas si vous avez vu ce que ça donne. On a beaucoup de mal à lire ce genre de truc, parce que... Et moi, je pense que ces parlers obscurs, en réalité, ils sont fabriqués comme des parlers de tribus, hein, pour opposer, c'est la même chose que ton faux self, hein, pour opposer au monde une sorte de système de défense, un bunker, et là on est là-dedans. Et alors évidemment, ça permet à beaucoup d'imbéciles de dire bah, ça vient de Lacan, ça vient de Derrida, ça vient de Foucault. Non, c'est des auteurs peut-être, en tout cas Derrida ou Lacan sont peut-être des auteurs difficiles à lire, mais c'est pas des parlers obscurs. C'est pas du tout ça. Là, on a la fabrication de parlers obscurs. L'idée, au fond, qu'on pourrait maîtriser complètement la langue, qui me paraît, moi, absolument folle, hein, parce qu'il y a de la langue. Bon. L'utilisation complètement aberrante, alors là, par la droite, du terme de déconstruction, mais aussi par la gauche. Hein. Je vis avec un homme déconstruit, il n'y a pas plus stupide de dire pareil. Il n'est pas déconstruit. La déconstruction... C'est qui cet homme? Non, c'est Sandrine Rousseau qui a dit « Je vis avec un homme déconstruit ». C'est extraordinaire quand même. La sottise contre la philosophie. Le mot déconstruction est aujourd'hui utilisé comme si je me déconstruis, je me défais moi-même. Oui, non, c'est ça. Le concept de déconstruction, qui est passionnant,
J'ai fait un article dans Le Monde là-dessus pour essayer de rétablir. Bon. Derrida disait ça se déconstruit, c'était fascinant. Il voyait un monde comme ça se défaire. Les patriarchies, comme il disait, la domination masculine se défait. Elle se défait d'ailleurs depuis la fin du XIXe siècle. Hein. Si vous prenez les grands textes des premiers psychanalystes viennois et des démographes de l'époque, il n'y a plus de pères. Il y avait plus de pères. Fin du XIXe siècle. Si les femmes travaillent, il n'y aura plus de pères. Si les femmes ont le droit d'avorter, alors elles feront plus d'enfants. Tout ça, on le retrouve dans le vocabulaire de la droite extrême. Donc, c'est des récurrences. Et donc, c'est pour ça que moi, j'attache beaucoup d'importance à la question de la langue. Il ne faut pas parler en charabia et en parler obscur. Alors là, on l'a à l'extrême gauche, et ça, c'est le défaut. Oui, mais on a la langue managériale qui dit, qui voilà, parle d'éléments de langage, comme si c'était des la niveaux. Langue managériale, ça, niveaux, c'est abominable. C'est pareil. Mais c'est des parlers obscurs, tout ça. Donc, la lutte contre tous les parlers obscurs, oui, je suis pour, bien entendu. Tout ça draine une immense bêtise. Il faut voilà. Mais j'ai pas, dans l'état actuel des choses, moi, si vous avez des systèmes de remplacement pour tout foutre en l'air et qu'on sonne la révolution, pourquoi pas? Mais attention. Il y en a peut-être dans la salle. Hein. Ouh là là. Faut savoir, d'abord, je vais vous dire, là aussi, la révolution, ça ne se décide pas. Pour la connaisseuse et admiratrice que je suis de la Révolution française, nous savons que ce n'est pas par le haut. Personne n'a décidé. Non, mais ce n'est pas comme ça. Voilà. Alors après, on entre en révolution, comme on entre en résistance. C'est un peu différent, la résistance, parce que là, il fallait une décision. Hein. La France était occupée par les nazis, il fallait passer à l'acte. Mais en ce qui concerne les révolutions, le processus est beaucoup plus compliqué. Hein. Donc attention au vocabulaire révolutionnariste, parce que ça risque de déboucher sur ce que j'appelle les rébellions inutiles. On rouspète, et on la fait jamais, la révolution. Alors c'est tragique quand il s'agit des Gilets jaunes, c'est tragique, hein, parce qu'en effet, il n'y a plus de parti communiste pour prendre en compte la grande souffrance la grande souffrance des petites classes moyennes, je disais. Ça c'est un vrai problème. Ça ne va plus. Hein. Donc, il y aura quelque chose qui va se passer. Ça, j'en suis certaine. Mais, voilà. Mais ça ne se décide pas comme ça. Bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Est-ce que... Alors, je pense si quelqu'un veut faire la révolution, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Hein? Allumer la salle, peut-être. D'allumer la salle, oui. Pas d'allumer le feu, mais d'allumer la salle. Il y a quelqu'un là qui veut... Oui, il y a une question là. Ah oui, on ne voit pas bien Qui les gens. passe le micro? Est-ce que vous pouvez allumer la salle, s'il vous plaît? Si on pouvait allumer la salle un peu plus... Voilà. Ah, voilà. Ah, bon, on voit, ça y est. Là, au moins, on voit un peu. Le micro arrive, hein. Attendez, il y a d'abord un monsieur. Alors, monsieur là. Ah bah, oui. Et après, madame. Allô, bonsoir. Vraiment, merci pour cette conférence. Je voulais revenir sur ce dont vous avez parlé au tout début, sur votre distinction entre les mouvements d'extrême droite et les dérives identitaires, comme quoi les mouvements d'extrême droite étaient restés les mêmes, si j'ai bien compris, bien sûr. Est-ce que les dérives identitaires n'ont pas justement causé une évolution peut-être générationnelle et progressive de certaines mouvances justement d'extrême droite, bien qu'il y en ait qui restent toujours le même discours comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement des nouveaux discours d'extrême droite qui se formeraient en provenant justement des dérives identitaires? Votre question, c'est est-ce que les dérives identitaires n'ont pas favorisé la résurgence des idées d'extrême droite? Oui, ou en tout cas les ont influencés. Comment? En tout cas, l'ont influencé. Ou... Influencé. Ben, je vais peut-être vous étonner, mais je ne pense pas. Je pense que toutes les dérives identitaires que j'étudie, elles viennent de très loin. Les universités, puis les concepts sont descendus dans la rue, et ça a rencontré des mouvements d'émancipation, l'antiracisme, les luttes pour les féminismes. Je ne crois pas du tout
contrairement à ce qui est dit, que c'est ça qui a favorisé la résurgence du vieux fond d'extrême droite en France. Je vous rappelle que la France est le pays le pire pour l'extrême droite. Hein. On a eu Vichy. Voilà. On a eu Vichy, c'est-à-dire on a livré des Juifs. Dans les autres pays, il y avait un Gauleiter qui faisait le travail. Donc c'est pas du tout pareil. Donc la France était un des pays les plus antisémites du monde, avant l'Allemagne. Hein. Je vous rappelle Édouard Dumont. Donc le vieux fond d'extrême droite, il existe toujours en France. Il ne faut jamais l'oublier. Il est là et il y sera tout le temps. Et à quoi ça remonte? À la Révolution française, hein, à la contre-révolution au XIXe siècle. On est aussi le pays qui a coupé la tête du roi, qui a fait la révolution la plus universelle qui soit, admirée dans le monde entier. Donc on n'y échappera pas, il y a ce fond-là. Donc je pense qu'il serait revenu sans toutes ces dérives. Donc là, je ne crois pas à l'influence de l'événementiel aussi caricatural. Alors que maintenant, cette extrême droite, qui au fond a repris la chute du communisme, ça a été ça, l'échec radical du communisme réel dans tous les pays où il y a eu l'instauration d'un régime radical. C'était fatal que ça bascule comme ça. Donc, les extrêmes droites dans le monde entier, parce que ce n'est pas qu'un phénomène français, ce qui est effrayant, c'est que nous l'avons, alors qu'on devrait être le pays le moins. Voilà. Mais je crois que la vraie cause, elle est là. Hein. C'est ce mouvement de bascule qui fait que... donc, de toute façon, il serait revenu. Que cette extrême droite se sert des dérives identitaires, mais c'est évident. Elle se sert de ce qu'elle a. Hein. Donc, la théorie du genre, le truc, etc. Ce que je reprocherais aux dérives identitaires, c'est elle aussi de se tromper d'ennemis. Ils n'ont qu'à attaquer Zemmour plutôt que moi, plutôt que nous, plutôt que les alliés. Hein. C'est-à-dire que le défaut de ces dérives identitaires, c'est qu'ils font exactement comme les trotskistes, les maoïstes, etc. Ils se déchirent entre eux. Bon, c'est ça qui ne va pas. Il n'y a plus l'unité. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait cette relation comme ça de cause à effet. Je ne suis pas d'accord. Alors, dernier point quand même, la naissance de l'islamisme radical, qui est un mouvement d'extrême droite obscurantisme, évidemment à jouer. Il y a un après, il y a un avant et un après World Trade Center. Juste peut-être une question, excusez-moi. Juste simplement, vous avez remarqué que les Républicains, le parti de droite, c'est à qui sera le plus zémourien. C'est normal. Bon. Tandis qu'il y a eu des élections récemment en Allemagne, où l'extrême droite, dont personne n'a parlé, aucun des partis de gauche, du centre, de droite, n'a piqué des formules à l'AfD, eh bien, l'AfD s'est effondrée. Bien entendu. Bon, alors c'est pas seulement. Oui, d'accord, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement les mouvements identitaires, c'est une bonne partie de la classe politique de droite. Oui, si on compare l'Allemagne et la France. Là, je parle de l'Allemagne d'aujourd'hui. Hein. Je suis d'accord, aujourd'hui. On ne peut pas. Aucun Allemand aujourd'hui, même le plus conservateur, pourrait dire c'était mieux sous le nazisme. Ça n'est pas possible. Mais nous avons une extrême droite qui dit c'était mieux sous Vichy. Donc, si vous voulez, ça passe par Vichy. Hein. Oui, mais les autres... Attention, Zemmour est anti-nazi parce que Vichy. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Hein. Vous avez Marine Le Pen, elle remplace l'antisémitisme du père par le racisme. Bon, elle veut plus entendre parler de Vichy, de l'antisémitisme. N'empêche qu'il est là, dans notre inconscient, il est partout. Et justement, qu'est-ce qu'on réhabilite aujourd'hui? On réhabilite Vichy. C'est pour ça que j'aime pas les comparaisons avec le nazisme. En revanche, toute cette droite, d'extrême droite, réhabilite Vichy. C'est le pire que le nazisme. C'est pire, puisqu'ils ont été complices du nazisme. C'est pire. Les nazis, c'est des nazis. C'est un réel. Ils sont immondes. C'est tout ce que vous voulez. Mais collaborer à ça, il n'y a pas pire. C'est la période, comme l'a dit Chirac, la plus honteuse de la France, Vichy. Donc c'est ça qu'on réhabilite. Et c'est ça contre quoi il faut lutter. C'est pour ça que moi, je ne mets pas le mot nazi dans tout ça. Hein. Alors, l'Allemagne, évidemment, elle ne peut pas... Il y a des néo-nazis, mais on ne voit pas le même problème. Alors, maintenant que les hommes politiques de droite, aujourd'hui, se zémourisent, bah oui. C'est pour ça que le vrai candidat de la droite, ça va être Macron. Et comme il n'y a pas de gauche, on revient à ça. C'est un homme de droite, Macron.
c'est la droite libérale. Et puis c'est tout. Sauf que on est bien ennuyé parce que qu'est-ce qu'on fait là, hein? Je n'ai pas la réponse. Et de toute façon, la France est très à droite. Donc la droite une partie de la droite va se droitiser, une partie de la droite va aller vers la droite libérale. Voilà. Je voudrais poser une question à Monsieur Delion. Je voudrais vraiment vous entendre, mais je vais donc introduire cette question par une petite réflexion qui m'est permise par le cheminement que j'ai fait donc en assistant à différentes conférences dans le cadre de Cité Philo. J'ai assisté notamment à la conférence qui portait le nom « Le choix de la guerre civile ». Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment une réflexion autour des menaces identitaires pour arriver à votre notion de self et de faux self. Alors je ne sais pas si dans la salle d'autres personnes ont assisté à cette conférence, le choix de la guerre civile, qui est une critique du néolibéralisme. Donc ce sont des chercheurs hein, qui ont écrit à plusieurs cet ouvrage, des chercheurs en sociologie, et qui démontrent, donc en refaisant l'historique du néolibéralisme, de quelle façon le libéralisme nous expose, le néolibéralisme nous expose effectivement à un éclatement de la société. Donc en fait, le projet du néolibéralisme, il est simple, hein, c'est l'économie de marché coûte que coûte, donc au profit d'une élite. Les moyens employés, tout est permis. Donc tout à l'heure, en début de conférence, quand vous dites que personne n'est menacé de mort, si, il y a une grosse partie de la population, la majorité, qui est menacée notamment de mort sociale. C'est pas la même chose. Puisque c'est quand même une mort. Je peux vous dire que c'est quand même une mort, madame. Oui, mais c'est pas la même mort. Les gens qui... Oui, bon, c'est pas la même mort, mais on survit, on est en état de survie. Donc la principale menace pour le néolibéralisme, c'est le peuple. Et donc, eh bien, l'élite va s'employer à diviser, à individualiser. Et puis, c'est là qu'à mon avis surgissent effectivement... J'arrive, monsieur. Voilà. Et puis, effectivement, c'est là qu'on voit apparaître les tentations de dérive identitaire. Et donc, à l'issue de cette conférence, ce qui était présenté comme voie de résistance, c'était le fait de créer du commun. Donc voilà. Hein, donc là, on rejoint effectivement la question de ce soir. Et j'ai assisté à ma question arrive. J'ai assisté à une deuxième conférence à laquelle donc l'invité était donc Cédric Héroux. Donc je ne sais pas si ça vous parle, Cédric Héroux. C'est un homme, un paysan, qui vit donc dans les Alpes-Maritimes et qui a hébergé des migrants. Et en fait, comme il le dit, son acte n'était pas politique du tout. Il y avait une pensée, il y avait une réflexion, mais en fait, juste, simplement, il s'est retrouvé donc dans son camion une nuit, à rentrer donc sur ses terres, et là, il a croisé une famille de migrants, il a vu un gamin, et il a fait demi-tour. Il s'est juste dit, je ne peux pas laisser faire ça. Évidemment. Voilà, donc, bref, je ne vais pas vous raconter la suite, vous irez voir, vous irez écouter donc, cette conférence. En tout cas, voilà, on était face à un acte simplement humain, non politisé. Alors, ma première question, comment vous analysez, vous, voilà, cet acte? Est-ce qu'il y a du self, du faux self? Et j'ai envie de mettre ça en parallèle avec la nouvelle ce matin. Alors, j'ai peut-être pas bien écouté, donc je vous prie d'être indulgent. J'ai juste entendu ce matin que Boris Johnson a apparemment pété un câble. Enfin, peut-être que vous appelez ça une décompensation. Donc ce matin, en fait, c'était sur France Culture. Donc en fait, Boris Johnson s'est adressé donc à ce qui est le MEDEF britannique. Et donc, en fait, il s'est complètement perdu dans ses papiers. Et puis, ça a duré, hein, il a cherché ses papiers, puis en fait, il n'avait plus son texte. Donc, il a parlé de façon complètement déconstruite, enfin, et il a notamment parlé d'un parc, enfin bref, j'accélère, j'ai fini, hein, d'un parc d'attractions
Et il a, il en est arrivé à imiter les bruits de voiture, enfin à parler de cochons et tout ça, de petits cochons. Et donc là, la question, c'est justement le self ou faux self. Enfin, je trouve que le parallèle entre les deux me semble intéressant. Voilà, je vous remercie. De façon très, très rapide, plus que la question, la réponse c'est évidemment des gens comme ça. Johnson me semble être très, très habité par les faux selfs. En plus, c'est contemporain. C'est un congénère qui a inventé ce truc-là chez lui, Winnicott. Par contre, Cédric Herriot, ça me semble être un type qui pratique la psychiatrie humaine. Donc voilà, moi je vois bien dans les démarches des politiques ceux qui nous racontent des bobards et puis ceux qui sur le terrain essaient de répondre de façon humaine à la souffrance des autres. Bon, voilà. Alors évidemment, j'ai pas la théorisation comme Elisabeth a pu le faire, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'humain qui est en train de se perdre, sans doute à cause de l'influence du néolibéralisme, quand même, qui considère les humains comme une entreprise à gérer, comme des boîtes de conserve. Et je crois que cette dimension-là, dans mon domaine à moi, est particulièrement meurtrière. C'est-à-dire que quelqu'un qui était suivi de façon régulière, à qui on me dit maintenant, vous avez le droit à 5 consultations chez un psychologue à 30 € par mois, et le psychologue devra vous soigner de façon uniquement comportementale, on peut dire toute la question de l'humain disparaît de soi. Et donc ça m'inquiète beaucoup. Alors, il ne s'agit pas d'être nostalgique, il s'agit de, par expérience, 50 ans de psychiatrie, de dire, pour soigner des gens actuellement, il faut non seulement utiliser les neurosciences, mais aussi la psychopathologie, le transfert et tout ce que Freud nous a apporté. Et si on peut faire ça en faisant de façon complémentaire, on va faire de la bonne psychiatrie. Si on fait uniquement des neurosciences en croyant qu'il n'y a que le médicament qui répond à la souffrance psychique, on passe à côté de l'essentiel, et notamment de l'humain qui nous lie les uns avec les autres. Voilà. Moi, je vais juste vous faire une petite réponse. Tant qu'il y aura des Cédric Herriot, c'est pas perdu. Qu'est-ce que c'est Cédric Herriot? C'est l'acte de résistance absolue, tel que je le préconise. Ça ressemble exactement à Cavaillès, ça ressemble exactement à Canguilhem, ça ressemble aux résistants qui décident qu'ils n'obéiront pas. Voilà. Et il l'a fait. Et il a eu parfaitement raison. Il y a une question là-bas. Monsieur. Il y a plein de questions. Oui. J'avais une question, notamment sur revenir sur le point sur l'emprise. Parce qu'il y a un texte qui m'est venu en tête à ce moment-là de Étienne de la Boétie, le discours de la servitude volontaire. On ne vous entend pas. La servitude volontaire. C'est sur l'emprise. Oui, sur l'emprise. On m'entend mieux ? J'avais un texte en tête de Étienne de la Boétie, le discours de la servitude volontaire. Je voulais revenir là-dessus. Je voulais savoir si, pour lutter contre les dérives, faut-il encore utiliser des anciens textes qui sont toujours abordables de nos jours, mais qui sont pas forcément, qui ne traitent pas d'exemples de notre société actuelle? Ah oui, bien sûr qu'il faut lire la Boétie. Ça me paraît évident. Servitude volontaire et emprise, c'est pas tout à fait pareil. Il y a une dimension dans l'emprise hypnotique. Inconscient. Et il y a une dimension transférentielle. C'est-à-dire que le texte de la Boétie parle de servitude volontaire. Il y a quelque chose de rationnel dedans. Là, moi, je parle de phénomènes d'emprise dans les sociétés capitalistes. Bien sûr, ça a toujours existé. Bon. Mais ce qui m'interroge beaucoup dans ces phénomènes-là, c'est d'étudier, au fond, le poids de l'irrationnel. Comment, dans des sociétés comme les nôtres, de droit, de science, de rationalité, et ça, c'est pas la faute au néolibéralisme, voilà, je veux pas, pourquoi il y a une part obscure qui revient toujours. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, la construction, là je me réfère évidemment un peu à Bataille, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, surtout aujourd'hui, où précisément, c'est quelque chose qui résiste à tout. Alors, peut-être qu'il faut l'avoir vécu personnellement pour le comprendre. Je ne sais pas si vous avez connu autour de vous, nous en avons connu, ce qu'on appelle des gens sous emprise, voilà, où il n'y a rien à faire. Ils ont beau comprendre même leur situation, ils continuent.
Alors, c'est cette force de l'emprise qui m'intéresse, qu'elle vienne du collectif, qu'elle vienne des gourous, qu'elle vienne des sectes, qu'elle vienne de intrafamilial, etc. C'est pas tout à fait la servitude volontaire. C'est un peu autre chose. Et la question que je me pose, est-ce que c'est pas précisément la contrepartie des sociétés de grande liberté, hein? La liberté va jusque-là. Elle suppose l'idée qu'on puisse nuire à soi-même. Et ça, on est obligé aussi de le ramener au sujet. Et pas seulement c'est la faute à, c'est pas seulement social. C'est ça ce que j'essaye de dire. Quand Madame citait le cas de Cédric Héroux, c'est pas un phénomène social, hein, c'est un acte de résistance. Voilà. Magnifique, le seul qu'on puisse faire. Et qui, dans sa forme même, a quelque chose d'admirable. Mais c'est pas la même chose, hein, que les batailles collectives. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ça m'intéresse. Oui. Oui, je voudrais poser la question par rapport à la laïcité en France. Hein. Nous sommes en France, a priori là aussi considéré comme un certain modèle pour les autres nations, les autres pays. Que pensez-vous du débat qu'il y a eu ces derniers mois sur la remise en cause de l'Observatoire et la façon dont l'Observatoire de la laïcité était J'ai trouvé ça lamentable. Animé, y compris par rapport à tout cette prégnance et ce qui a été mis en cause par rapport à justement à ces dérives identitaires, l'islamo-gauchisme, etc. Et de l'absence de lisibilité actuelle après cette crise au niveau de l'Observatoire de la laïcité, la mise en cause d'un certain nombre de personnes qui l'ont quand même animé depuis une dizaine d'années, et de l'absence à ce jour quand même, à moins que j'ai zappé un certain nombre d'étapes, de ce qui pourrait remplacer, ce qui a été prévu pour remplacer cet Observatoire de la laïcité, qui est quand même a priori qui est un garant, puisqu'il dépendait directement de Matignon, un garant de l'identité française, de la citoyenneté, justement de la construction de la personne, de l'individu, du citoyen, pour justement éviter ces dérives identitaires. Et aussi, que pensez-vous on n'en parle pratiquement plus, de cette mission interministérielle sur les dérives sectaires, qui s'est vu supprimer beaucoup de moyens, etc. Donc pour moi, l'État n'est pas à la hauteur à ce niveau-là. Lamentable aussi. Non, j'ai pas du tout aimé la destruction de toutes les attaques qui ont été faites contre cet observatoire de la laïcité, qui faisait du très bon travail. Son remplacement par rien, finalement. Là, c'est un débat très français. Je ne suis pas d'accord avec les positions du printemps républicain, parmi lesquels j'ai beaucoup d'amis. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Pourquoi je ne suis pas d'accord? D'abord, il n'y a pas d'islamo-gauchisme. Il y a des gauchistes et il y a des islamistes. Cette construction-là est absolument aberrante. Parce que ça a l'air de dire que tout gauchiste est islamiste. Non, ça n'est pas exact. On peut combattre le gauchisme, on peut combattre l'islamisme. Moi, j'ai jamais vu des islamo-gauchistes. C'est pas comme ça qu'on va combattre les dérives islamistes et de l'autre côté, l'ultra-gauche. C'est pas comme ça qu'on fait. Parce que ça ressemble à hitléro-trotskiste. Ce n'est pas acceptable. Bon. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette... je ne suis pas d'accord avec cette destruction de ce laboratoire, de cet observatoire, et son remplacement. Maintenant, il y a autre chose derrière, que ce soit le printemps républicain, Blanquer ou autre. Dans cette défense inconditionnelle de la laïcité, je suis favorable à la défendre de façon inconditionnelle. J'ai été moi-même d'accord avec l'interdiction du foulard à l'école, parce que c'est des mineurs. Moi, c'est la question, elle est consentement, pas consentement, mineur. Mais là, ça va trop loin. Ça va trop loin parce qu'il y a derrière ça une idée que le modèle de la laïcité française est le meilleur du monde et qu'il faudrait en réalité l'exporter. Donc moi, je ne défends le modèle de la laïcité républicaine que parce que précisément c'est une tradition française. J'y suis attachée parce qu'il ne faut pas le lâcher, parce que précisément c'est français. Au passage, il n'y a pas d'identité française, il y a une identité de la France. Hein. L'identité française, c'est nationaliste, l'identité de la France, c'est historique. Mais l'idée, j'ai voyagé partout, il y a tout
fou. Les États, ils sont laïques, les États. L'Angleterre est un État laïque. Les États-Unis, on jure sur la Bible, c'est un État laïque. C'est pas le même que chez nous. C'est des pays communautaristes. Alors, ils sont pas laïques. Si, ils sont laïques aussi, mais autrement. Donc, cette espèce de position qu'il y a derrière, qu'on aurait la meilleure laïcité du monde, oui, si on regarde le Liban, il faudrait... Bon, là, il n'y en a pas du tout. Quand il n'y en a pas du tout, c'est une catastrophe. Mais quand on veut exporter exactement les modèles, on nie les différences culturelles. Et moi, je suis beaucoup plus lévi-straussienne. Je pense qu'il faut des différences culturelles et qu'on doit les respecter. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour la laïcité. Si j'étais américaine, bien sûr que je serais du côté de la défense de la laïcité, mais dans un cadre qui est un pays dans lequel le religieux est présent. L'Angleterre est un pays où il y a une monarchie constitutionnelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas du tout pour l'abolition de la royauté. De toute façon, elle se déconstruit elle-même. Hein. Ça viendra bien un jour. Soi-même comme un roi. Oui, non, mais je ne suis pas non plus... J'assume que la France a été régicide. Je l'assume jusqu'au bout. Ça veut dire j'assume 93 et 89, les deux. Hein. On ne va pas revenir en arrière et nous faire le procès de Louis XVI. Bon. Donc, on assume cet héritage français du régicide. Oui, nous l'assumons. On nous dit que l'ennemi de la laïcité, ce serait le séparatisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, tout ça, c'est des mots qui commencent à m'énerver. Ah oui. Il faut mieux employer le communautarisme que le séparatisme. On invente des trucs. On invente. Voilà. On invente des parlers obscurs. Il y a de l'islamisme, il faut le combattre de façon radicale. Fermer les mosquées extrémistes, tout ça. L'islamisme, c'est un mouvement d'extrême droite. C'est le plus obscurantiste, qui détruit même la religion musulmane elle-même. Donc, bien sûr qu'il faut le combattre. On ne va pas inventer islamo-gauchisme. Ce n'est pas parce qu'il y a des gauchistes qui ont eu des sympathies pour des islamistes qu'on fabrique l'islamo-gauchisme. Ça ne va pas la tête. Ce n'est pas parce que Clémentine Autain a fait l'erreur de recevoir Tariq Ramadan qu'elle est islamo-gauchiste. On peut lui dire, écoute, tu t'excuses, s'il te plaît, tu as complètement déraillé. C'est vrai qu'il y a eu ça, mais ce n'est pas la peine de construire un mouvement qui n'existe pas. Voilà. Et donc, on est pris aujourd'hui dans des situations que je trouve très difficiles, avec des radicalisations dans tous les sens. J'allais même dire dans les vies personnelles, des amitiés qui se brisent. Hein. Je suis sûre que qu'on vit ça aujourd'hui. Eh bien, on vit cette situation-là, qui est extrêmement difficile. Voilà. Donc, voilà ma réponse sur cet observatoire. Moi, je trouvais très bien cet observatoire. Là, il n'y a plus rien. Voilà. Merci. Monsieur? Oui, bonsoir. En vous entendant parler de dérive identitaire, m'est revenue une phrase d'Hannah Arendt qui est rapportée dans la biographie que lui consacre Elisabeth Young. Je vais vous la lire. Quand on est attaqué en tant que juif, c'est en tant que juif que l'on doit se défendre et non en tant qu'Allemand, citoyen du monde, ni même pas au nom des droits de l'homme. Je voudrais savoir, à votre avis, est-ce qu'on peut dire que Hannah Arendt était quelqu'un qu'on peut accuser de dérive identitaire? Hannah Arendt, dérive identitaire, jamais de la vie. Ce qu'elle voulait dire là, c'était défendre une identité juive, laïque, au fond détachée du judaïsme, qui est celle d'ailleurs de Freud. Oui, je comprends très bien cette phrase. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas par ailleurs très universaliste, mais elle avait une telle originalité. Oui, je comprends très bien cette phrase. C'est pas une dérive identitaire. Mais prenez là, justement, Hannah Arendt, il y a eu un échange de lettres vigoureux entre elle et Gershom Scholem, qui lui reprochait de ne pas aimer le peuple juif, c'est-à-dire le sien. Et elle a répondu, je n'aime pas, j'aime les gens. J'aime les gens, j'aime pas un peuple. Voilà. Je me sens très proche, moi, d'Hannah Arendt. Alors maintenant, c'est une pensée tellement intéressante, tellement originale, qu'on a méconnue en France très longtemps. Il y a plein de raisons pour ça. C'est qu'elle a été introduite en France par Raymond Aron, donc par les conservateurs. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était une espèce de conservatrice. C'est une conservateur éclairée. Hein. Les textes sur la Révolution française sont très intéressants. Sur la comparaison entre les États-Unis. Bon, écoutez, c'est un penseur important. Elle a dit, par exemple, une chose très curieuse au moment de... Ça m'avait beaucoup frappé. Quand la première petite fille noire est allée dans une école blanche aux États-Unis, elle avait dit, c'était très paradoxal, il ne faut quand même pas faire porter aux enfants les luttes
politique. Autrement dit, ce qu'elle voulait dire, c'est si on met cet enfant noir seul dans un entourage de blancs, ça va être tragique pour elle. On sait que ça l'a été, mais qu'en même temps, ça a été très constructif, puisque maintenant, on sait que cette petite fille a témoigné de son histoire. Sauf que elle a, évidemment, là, Hannah Arendt se trompait un peu, parce qu'elle a été investie d'une telle lutte, protégée d'ailleurs par des gardes du corps pendant des mois et des mois. Mais ça n'empêche pas qu'elle disait, Hannah Arendt, quelque chose d'intéressant. De nos points de vue, les enfants ont besoin de normes. Alors, si on met un enfant tout seul dans une communauté qui n'est pas du tout la sienne, ça ne va pas bien se passer. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, tu le sais. Bien sûr. Ah, bah bien sûr. Bien sûr. Oui, je suis là, oui. Bon. Donc, parlez fort parce que j'ai mes piles qui sont usées dans mes oreilles. Entendu, ok. Je trouve, si vous voulez, je vais essayer d'être court, que vous êtes, et à l'opposé exprès aussi, bien que je partage beaucoup d'opinions, vous êtes à la limite trop volontariste et trop rationaliste. Hein. Par exemple, Pierre de Lion, je vais le situer à 3 niveaux, mon discours, hein, va parler effectivement d'apprendre. Hein, on apprend. Hein. Et là, le premier niveau pour moi serait le niveau de Freud, de Lacan, de l'inconscient. Vous voyez, est-ce qu'on apprend à l'inconscient, pour être court? Vous voyez, un schizophrène, on va lui apprendre quoi? Un paranoïaque, Hitler par exemple, on va lui apprendre quoi? Un grand névrosé. Moi, j'ai été un enfant de tête de Turc, vous voyez. Je suis d'un milieu populaire et jamais je n'ai osé me rebeller. Vous voyez, ma grosse névrose m'empêchait de me rebeller. Donc ça, c'est le premier point. C'est l'inconscient nous détermine plus qu'un apprentissage pourrait contrer, hein, pour faire court. Le deuxième point, c'est ce cher Karl Marx. Hein, il n'a pas prévu le capitalisme financier. Hein, de son époque, ça n'existait pas, et donc il s'est arrêté à un capitalisme commercial. Mais il développe une idée qui est l'idéologie. Et effectivement, l'idéologie, qui est en fin de compte issue du niveau des forces productives et des rapports de production, me détermine un peu plus que je ne la détermine. Donc dans les deux cas, je suis plus déterminé que je ne détermine. Et au milieu des deux, on va mettre ce cher Baudelot, hein, je crois que c'est Baudelot, avec ses habitus. Vous voyez, mon comportement de tous les jours va être déterminé par l'endroit où je suis né. Hein, moi, je parlais patois étant petit. Hein, tout le monde autour de moi parlait patois, et c'est très difficile de sortir de ça. Et donc, je m'arrêterai à cette question-là. Il y en a plein, sinon. Hein. Mais c'est qu'effectivement, je me sens un peu plus... Je vous sens un peu trop habillé en rouge, habillé en noir. On lève le poing et on fait la révolution. Ah non, mais non. Mais en fait, on est très déterminé quand même. Hein. Et je finirai sur l'histoire de la liberté. Hein. La liberté, si vous voulez, quand les gens disent « moi je suis libre, je fais ce que je veux », c'est pas ça la liberté. Hein. On est d'accord ensemble. Hein. Un animal fait ça, c'est-à-dire que c'est un rapport de force dans un groupe. Nous, on a des interdits, hein, et l'interdit me fait prendre conscience de la liberté de l'autre. Et ça, c'est Freud. Hein. Écoutez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai péché par rationalisme, mais je peux vous dire que je ne le suis pas. Hein. Je suis complètement d'accord avec vous. Les limites du pédagogique et de l'apprentissage conscient, c'est évident pour moi. J'ai même envie de vous dire qu'un des désastres de notre époque, c'est qu'on ne veut plus entendre parler d'inconscient. Il n'y a rien à faire. Hein. Regardez ce qui se passe. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Quand on a M. Blanquer, il ne sait pas ce que c'est l'inconscient. Ah non, il n'y en a pas. Donc il parle... Non, mais on a vraiment... C'est-à-dire que incroyable. L'inconscient ne le voit pas, l'IRM, donc il ne sait pas ce que c'est. Non, mais voilà, ça c'est le côté ridicule. Mais je pense qu'il y a plus grave que ça. Je pense que un des ravages, justement, de ce scientisme, qui d'ailleurs ne met pas en cause la validité des neurosciences, les ravages de ce scientisme, c'est qu'on ne veut plus entendre parler de l'inconscient. Or, il est là, l'inconscient. Et je vais même vous dire une chose, on ne peut rien analyser aujourd'hui des phénomènes identitaires sans l'inconscient. On ne peut rien comprendre, parce que comme on a des lois bien faites, hein, aujourd'hui, par exemple, l'antisémitisme, il ne s'exprime pas directement. On n'a plus le droit de dire sale juif, on n'a plus le droit de faire ceci, on n'a plus le droit de faire cela. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah ben non, moi je ne suis pas antisémite, j'ai des amis juifs. Mais ça, ce n'est pas atteignable par la loi. Hein? Là, vous avez un antisémite qui dit ça. Simplement,
il ne se sent pas antisémite. Donc, vous avez Zemmour, vous croyez qu'il pense qu'il est antisémite? Pas du tout. Hein? Tandis qu'un antisémite d'avant toutes ces lois, il était antisémite. Et il le revendiquait. Donc, comment il fait, Zemmour? Il ne se sent pas antisémite. Oui, vous croyez qu'il se rend compte qu'il recopie Drummond? Il ne l'a même pas lu. C'est un faux self. C'est un faux self. C'est un faux self. Mais je ne sais pas ce que c'est. Mais on peut être un vrai con et un faux self. Non, mais j'ai ma petite idée, puisque je l'ai quand même écouté, j'ai fait un chapitre sur lui. Je vous conseille de lire le livre formidable de Gérard Noiriel, La plume dans le venin. Qu'est-ce qui démontre Gérard Noiriel? C'est un livre entièrement sur Zemmour. Il démontre que tous les discours de Zemmour sont copiés littéralement. C'est pour ça que là, il n'y a pas de dérive. Hein. C'est du Édouard Drummond. Et j'ai posé la question à Noiriel, parce qu'il ne traite pas, j'ai aimé beaucoup qu'il ne le traite pas. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez que Zemmour a lu Drummond? Il m'a dit, mais la question n'est pas là. Voilà. Il le recopie sans le savoir. Et vous avez aujourd'hui des phénomènes comme ça. Moi, j'avais démontré que Michel Onfray, dans son livre sur Freud, il recopiait des textes de l'extrême droite. Vous croyez qu'il s'en rendait compte? Il m'a dit que je le traitais de fasciste. Non, il les recopiait sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est l'inconscient. Et aujourd'hui, on est dans une société où on a besoin du concept d'inconscient, justement parce on a des lois, on est dans un état de droit, on a de la rationalité, et puis il y a cette part maudite là qui se promène un peu partout. Je ne sais pas si c'est un faux self, mais en tout cas, il y a cet aspect-là. Donc je vais complètement dans votre sens. Hein. C'est pour ça que j'opposais la logique de l'a priori, hein, le comportementalisme, les choses comme ça, qui sont... Il faut apprendre ce que vous avez raté quand vous deviez l'apprendre, aux logiques de l'a posteriori, qui sont justement celles qui tiennent compte de l'inconscient. On fait l'expérience et après coup, on se dit qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fait un acte manqué, j'ai fait un lapsus, j'ai fait un truc. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce que dans la logique de l'a priori, celle de l'éducation, telle que vous l'avez décrite, c'est quelque chose qui est vraiment imposé à l'autre. Hein. Non. Attendez, il y a une question là. Attendez. C'est juste une incise, c'est pour pas s'éloigner trop, mais oui. En fait, entre Drummond, fin 19e, et Zemmour aujourd'hui, il y a toute une chaîne. C'est-à-dire que, en fait, il a peut-être pas lu Drummond, mais il a lu Bainville, il a lu l'Action française. C'est Maurras, la chaîne. Donc, en réalité, quand vous dites les mouvements d'extrême droite, ils ne changent pas. Non. Bon, alors effectivement, il y a ces formes de maillons de chaîne. Et la chaîne, c'est Maurras. Et c'est l'Action française. Et c'est l'antisémitisme de l'Action française. Oui, mais c'est pas la même chose que les dérives identitaires. C'est pas la même chose. Bien sûr. Alors, une dernière question, oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Cette conférence m'a beaucoup marqué. Désolé si je tremble parce qu'il y a beaucoup d'affect là. Je suis étudiant en philosophie à l'Université de Lille. J'affectionne beaucoup le philosophe Georges Canguilhem. Voilà. C'est un philosophe que j'aime beaucoup, que j'admire. Et je trouve qu'il est très utile sur sa question, dans ses conférences. On vous entend notamment. pas bien. Vous m'entendez pas? Là, est-ce que vous m'entendez? De quel philosophe parlez-vous? Et là, c'est mieux? Oui, Canguilhem. Je parlais de Georges Canguilhem. Est-ce que vous m'entendez là? Parfait. Donc, excusez-moi, en effet, je tremble un petit peu. Donc oui, j'affectionne beaucoup le philosophe Georges Canguilhem et je trouve qu'il est très utile pour penser ce genre de questions, notamment avec sa question de la normativité et notamment avec la question du lien entre social et vital. J'ai l'impression, aujourd'hui, qu'on confond deux types de... Enfin, il y a une confusion autour du terme identitaire. Parce que, étant jeune, pour naviguer sur les réseaux sociaux, pour voir ce qui se passe dans les médias, je trouve qu'il y a un usage du mot identitaire qui est un peu inapproprié. Sur les réseaux sociaux, j'ai jamais vu beaucoup de personnes que vous nommez identitaires à extrême gauche revendiquer le terme identitaire. En fait, je l'ai jamais vu. Le terme identitaire, je l'ai toujours vu revendiqué par des personnes, je ne vais pas citer les noms des youtubeurs et des personnes en l'occurrence, qui sont plutôt d'extrême droite, qui veulent reconstruire un roman national. Et dans une pensée un petit peu plus normative, on va dire, j'ai l'impression que l'identité, c'est quelque chose qui fige, qui cristallise. C'est pas la conception du vivant. Et ça, c'est du côté plutôt de la droite. Alors qu'à gauche, on a plutôt une dissolution des identités.
Moi, j'ai des personnes dans mon entourage, des camarades. C'est pas les identités qui revendiquent. Ils revendiquent pas des identités. Ils revendiquent une certaine fluence aussi. Et cette influence, c'est lié à une normativité. C'est pouvoir recréer de nouvelles normes. Donc, j'ai du mal à entendre la critique identitaire venant de la gauche, en fait. Enfin, comme on accuserait la gauche d'être identitaire, moi, je la vois pas. Je la vois pas. Et au contraire, je trouve qu'au contraire, la gauche, elle a tendance à dissoudre cette notion d'identitaire. Et ensuite, j'aurais une question un petit peu annexe, très rapide. J'ai pas très bien compris ce que vous reprochez à l'écoféminisme. C'est vraiment une question, voilà. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on a... Oui, mais je réponds en 2 minutes sur l'identitaire. Oui, très rapidement, parce que... Bon, excusez-moi, mais j'ai traité cette question dans mon livre. Les identitaires, c'est l'extrême droite. D'accord ? Ils se nomment eux-mêmes les identitaires. Quand j'ai parlé des dérives identitaires venues des mouvements d'émancipation, je me suis expliqué très clairement, ils ne se revendiquent pas identitaires. Hein, on est bien d'accord. Donc, il y a une nuance, et c'est d'ailleurs pour ça que les identitaires, il n'y a pas de dérive. Hein, c'est les identitaires qui sont en effet toujours à revendiquer ça. Qu'est-ce que je reproche à l'écoféminisme ? Le sectarisme. L'absence de pensée complexe, la pensée noir et blanc, les slogans, une certaine sottise, voilà, une certaine sottise militante qui ne tient pas compte justement de la pensée. Vous croyez vraiment que quand Sandrine Rousseau dit « je vis avec un homme déconstruit », est-ce qu'elle a le droit d'ignorer autant le concept de déconstruction quand on aspire à être président de la République ? Elle n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être ignorant quand on entre en politique dans des positions de pouvoir. On n'a pas le droit d'être idiot. On n'a pas le droit d'employer le mot déconstruit sans savoir d'où il vient. Voilà ce que je reproche à l'écoféminisme. Voilà, c'est ça que je reproche. C'est d'employer, de mal nommer les choses, d'employer des termes, une terminologie qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'a pas étudiée, et qu'elle prend comme un catéchisme. C'est ça que je reproche. Ah, malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Oui. Merci à tous. Merci à vous.